et bienvenue à nouveau dans ces AFTI Connexions qui sont les 9e du nom. Le président Hugues Contamin nous a rappelé ce matin que l'année prochaine, ce serait le 10e anniversaire et qu'on serait tous heureux de se retrouver en présentiel. Voilà, alors cet après-midi, c'est intéressant parce qu'on va aborder finalement une question qui est fondamentale pour l'ensemble du pays et pour l'innovation dans ce pays. C'est la place des sociétés de services innovants dans les enjeux de compétitivité et de souveraineté nationale. On aurait pu pratiquement ajouter en sous-titre, parce que ça aussi, ça va être évoqué dans cette table ronde, comment construire une filière pérenne, dynamique, à forte capacité d'expansion nationale et internationale grâce aux interactions de tous les acteurs de la filière. Voilà, ça pourrait être le sous-titre qu'on aurait pu ajouter. Pour aborder ce sujet qui est tout à fait concret, je suis très bien entouré aujourd'hui. J'ai beaucoup de présidents et de vice-présidents et de directeurs, d'éminents et d'éminentes experts, acteurs engagés dans la construction de la filière de l'innovation. Alors, je vais faire une présentation très rapide. Évidemment, le président de l'AFTI, Hugues Contamin, est là. Bonjour Hugues. Bonjour. Denis Comet, vice-président de l'AFCRO aussi, est avec nous. Tout le monde connaît l'AFCRO. Bonjour Denis. Alexandre Regnault, qui devrait nous rejoindre dans peu de temps, représentera Franck Mouton pour France Biotech. Et on a un petit message enregistré de Franck Mouton qui ne pouvait malheureusement pas se joindre à nous, occupé sur des discussions avec notre ministre de la Santé. Nous avons Kevin Romani, qui est le directeur développement des PME de Lyon Biopôle. Xavier Morge, bonjour Kevin, au passage, pardon. Bonjour. Xavier Morge, directeur général de l'IRT BioAster, qui connaît bien l'AFTI aussi, il a été dans le bain AFTI pendant longtemps aussi. Et puis Lise Santoro, bonjour Lise, qui est à la fois directrice générale de la société TAC, qu'on connaît bien, et qui évidemment a un profil qui est très intéressant et très riche parce qu'elle a participé au CSIS 2021. Elle a été à la co-rédaction, co-enquêtrice et co-rédactrice, et elle a une vision aussi gouvernementale. Pour la petite histoire, Lise a participé à la rédaction du statut des JEI, c'est-à-dire que ça a été quand même quelque chose l'innovation, c'est quelque chose qui la préoccupe beaucoup. Alors voilà, on est et pour vous indiquer un peu le cheminement de cette table ronde, on va avoir quatre volets. Le premier, c'est on va poser un diagnostic sur la place des sociétés de services et d'innovation, les interactions entre les acteurs et la qualité des interactions. Donc, c'est le diagnostic de chacun qui nous intéresse pour démarrer sur quelque chose de concret. Ensuite, on partira sur un deuxième volet qui sera de savoir comment on peut maximiser les effets de levier entre les acteurs. Alors, on a, comme je l'avais écrit, non pas 1, mais 7 milliards qui sont destinés à l'innovation. Alors, comme je le disais, c'est évident pour tous, mais chacun a sa petite idée. Donc, ça se complique à partir de ce moment-là, de la manière dont on peut les utiliser. Ensuite, j'ai le pouvoir de donner une baguette magique à chacun, donc je demanderai aux uns et aux autres comment... Là, je me mute tout de suite. Voilà, Alexandre est en train de nous rejoindre. Donc, je confierai cette baguette pour dire aux uns et aux autres, dites-moi ce que seraient vos priorités si vous l'aviez en main. Et puis, on passera, et j'espère qu'on aura un peu de temps, aux questions-réponses de la salle. Mais tout de suite, je peux vous dire que si vous avez une question pertinente à poser, allez-y, vous pouvez la poser sur le chat qui est sur votre droite, dans l'écran. Et si les questions collent avec ce que nous sommes en train de dire pour animer le débat, je n'hésiterai pas à la formuler à nos intervenants. Voilà, alors maintenant on va poser directement, on va démarrer dans cette table ronde. Merci encore d'être avec nous, Alexandre. C'est parfait. Merci Alexandre d'être avec nous aussi. On va poser un diagnostic sur la place des sociétés de services et d'innovation. Quelle est leur place aujourd'hui? Quelles sont les interactions entre les acteurs? La qualité de ces interactions? Hugues, c'est à vous d'introduire comme on l'avait prévu. Très bien. En tant que président de l'AFTI, dites-nous un peu quel est le diagnostic que vous posez sur la place des sociétés de services et d'innovation en France.
Ok, bah écoutez, merci beaucoup Jacques Bernard d'avoir accepté la modération de cette table ronde. Et puis effectivement, bah, de poser ces questions comme elles le sont. Alors en fait, moi, c'est plutôt, on va dire, faire le constat de ce que nous, je dirais là où on en est au niveau de nos sociétés de services et d'innovation. Bien évidemment, il y a de nombreuses interactions hein, dans le cadre de nos activités, je dirais plutôt individuelles hein, en tant que société avec l'ensemble des acteurs de l'innovation en France. Maintenant, au niveau de, je dirais, de l'association que l'on représente, aujourd'hui, on revendique définitivement, voilà, des acteurs incontournables de cette innovation. Nous sommes des opérateurs de l'innovation en France, aux côtés, bien sûr, de ceux qui font l'innovation et qui sont présents autour de cette table ou de cet écran. En fait, on s'est fédéré il y a une dizaine d'années pour effectivement mieux prendre en compte les spécificités liées à nos activités. Alors, pour la plupart d'entre nous, on était, et on le reste, hein, pour certains d'entre nous, membres de France Biotech. Et au final, on s'est quand même rendu compte que un certain nombre de nos spécificités liées finalement à nos modèles économiques. Nous sommes des sociétés qui produisons du chiffre d'affaires, qui recrutons, bien évidemment. Donc, on est quand même rendu compte qu'un certain nombre de nos spécificités n'étaient pas assez prises en compte, visibles auprès de nos donneurs d'ordre, auprès des institutionnels. Et c'est de là qu'est né ce mouvement, hein, cette association, c'est de fédérer ces sociétés qui, en fait, aussi sont nées, comme vous le savez, de ce mouvement d'externalisation voulu par l'industrie pharmaceutique, de tous ces services de prestations à la recherche et au développement qui n'ont pu internaliser en propre et que, donc, a fait naître, je dirais, toutes ces sociétés ultra spécialisées, très complémentaires, pour la plupart d'entre elles plutôt sur le versant préclinique. Donc en fait, on représente aujourd'hui un vrai tissu de sociétés avec donc ces expertises, ces savoir-faire qui sont indispensables au développement des industries dans les sciences de la vie. Alors si on rappelle, je dirais, les critères d'éligibilité pour adhérer à la SCI, il y en a, enfin, je dirais, deux principaux qui ancrent définitivement en fait cette notion d'innovation et de recherche dans lequel nous sommes inscrits. C'est alors bien évidemment société française, on est en France, donc avoir des laboratoires et des infrastructures en France, mais c'est aussi avoir une activité de recherche sous contrat supérieure à 25% du chiffre d'affaires et des dépenses de R&D éligibles au crédit d'impôt recherche supérieures à 50% des dépenses totales. Donc c'est déjà, je dirais, reconnaître, hein, évidemment, dans nos activités, qu'il y a tout un tissu de sociétés qui investissent dans notre environnement, dans la mise en place de services innovants, savoir-faire, je dirais, au bénéfice, bien sûr, du développement des sociétés de l'industrie pharmaceutique au sens large. Donc, en fait, aujourd'hui, en termes d'interaction, ce que nous, on revendique, on va dire, auprès des donneurs d'ordre, auprès des institutionnels, voire même peut-être auprès des investisseurs, hein, parce qu'il ne faut pas effectivement, enfin, c'est pas qu'il ne faut pas le cacher, c'est qu'il y a un vrai enjeu aussi, on en parlera un peu plus loin, d'accélérer le développement de nos sociétés. Hein, et pour ça, on a besoin aussi d'investissement. Une vraie reconnaissance, en fait, de la recherche et de l'innovation qui sont portées par cette démarche donc entrepreneuriale en fait créée par nos sociétés. En gros, si on voulait résumer, voilà, on se positionne comme pour nous, sans nous, il n'y a pas d'innovation transformée, on va dire en France. Voilà, donc c'est un peu caricatural, mais c'est un peu l'enjeu, je dirais, de ce que nous on revendique. Donc, ce qu'on sollicite auprès de nos donneurs d'ordre, c'est plutôt peut-être mettre en place des stratégies de développement un peu plus claires, transparentes, avec je raccroche, et qui permettent effectivement de façon un peu importante la compétitivité de nos sociétés auprès des comment dire des relations avec le secteur public. C'est aussi certainement de développer des relations beaucoup plus équilibrées
beaucoup plus, on va dire, allez, saine, on va dire, pour qu'effectivement chacun soit mis dans son cœur de métier et qu'on puisse ensemble effectivement valoriser la chaîne de valeur et de développement. Donc en gros, voilà, c'est ça que vraiment nous souhaitons aujourd'hui, nous souhaitons nous poser dans cet écosystème où, voilà, comme un maillon, on va dire, complémentaire, mais aussi incontournable, au même titre que les autres acteurs. Voilà. Merci Hugues pour cette intervention et cette ouverture de la table ronde. Alors on va enchaîner avec Denis Comet de l'AFCRO, vice-président de l'AFCRO, que vous avez présidé pendant un certain temps antérieurement. Et peut-être que vous pouvez, de votre côté, nous poser votre diagnostic sur la situation, la place des sociétés. D'abord, peut-être, refaites-nous une réactualisation sur l'AFCRO. Hein. C'est sympathique de redessiner un peu le portrait de l'AFCRO. Et puis, sur votre diagnostic. Bien volontiers. C'est une suite assez logique avec Hugues. Alors, l'AFCRO a été créé il y a 20 ans. Alors, j'en ai été le président, effectivement, pendant 3 mandats récents. J'ai été également à la création de l'association et je suis créateur et le président d'une CRO clinique. C'est une différence par rapport à l'AFSI, c'est qu'effectivement, l'AFSI a une activité préclinique et une activité de plateforme technique parfois dans ses membres. L'AFCRO, on est 100% de notre métier, c'est la recherche clinique. 100% de notre chiffre d'affaires, ce sont des prestations associées aux recherches. J'y mets dedans, bien que ce ne soit pas des recherches, quelque chose qui est très important en France, qui s'appelait les ATU, RTU, maintenant qui s'appelle les accès précoces, dans lequel effectivement les CRO cliniques sont très fortement impliqués. Alors, je ne vais pas redire ce qu'a dit Hugues, on est un maillon et il y a peut-être à peu près 40 ans ou 50 ans, les industriels du médicament et un peu plus récemment les industriels du dispositif médical et du coup les biotech, les medtech, tous les acteurs producteurs de produits de santé pour les populations, on fait appel à des sociétés externes pour d'abord partager le savoir-faire de ces sociétés qui ne sont pas monoclients, qui travaillent avec différents industriels, que ce soit du médicament, du dispositif médical ou d'autres produits de santé. Les voir, au début, on était sous-traitant, maintenant on est un peu plus partenaire et effectivement, quand il s'agit de mettre en œuvre une recherche, on a un maillon incontournable aujourd'hui pour la bonne réalisation des recherches. On a une particularité aussi qui est perçue par exemple par les associations de patients et également par le public, c'est qu'on ne travaille pas qu'avec les industries du privé, on travaille également avec des promoteurs institutionnels, que ce soit des sociétés savantes ou des promoteurs académiques. Et on a ce rôle, je dirais, de tiers qui nous permet aussi d'avoir un dialogue peut-être plus facile et plus aisé avec les associations de patients qui sont tout à fait intéressées à, je dirais, prendre part et à amener leur expertise patients dans le cadre des recherches cliniques. Donc, comment je vois l'interaction? Je la souhaiterais la plus fréquente possible, si je peux vous résumer les choses ainsi, et la plus levier possible. Je crois que Jacques Bernard, je vous avais fait cet exemple. Les leaders de notre secteur, qui s'appelle aujourd'hui IQVIA, c'est, je crois, plus de 50 000 personnes dans le monde. Donc, c'est plus une petite entreprise, c'est une très, très grosse entreprise qui a un rôle extrêmement important dans la recherche clinique. On va prendre son nom antérieur qui était Quintiles. Quintiles ne serait jamais devenu Quintiles si des laboratoires comme Lilly, Pfizer, BMS lui avaient pas fait confiance directement sur le territoire américain. Et c'est pas une revendication, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut que les donneurs d'ordre, notamment quand ils sont à capitaux français ou qui sont nés en France, fassent aussi confiance à leurs prestataires de services français, parce que je pense qu'on a, ou présents sur le territoire français, car je pense qu'il y a un vrai intérêt commun, il y a un vrai levier commun à être une filière forte
et avec des enjeux qu'on a bien vus dans la pandémie Covid, des enjeux aussi de souveraineté, c'est-à-dire que il y a toujours eu une crainte, je crois, de l'État français, de la population française, que finalement les recherches se fassent ailleurs et qu'on soit juste je dirais, un pays de distribution des médicaments, parce que la France est un bon consommateur de médicaments, alors que la recherche, c'est un chaînon très, très important dans la filière du soin. J'ai parlé des accès précoces tout à l'heure. Aujourd'hui, l'accès aux médicaments de façon précoce, de façon générale, à l'innovation de façon précoce, est quelque chose de tout à fait indispensable. On le voit en oncologie, où des médicaments qui sont en train d'être validés, d'être enregistrés, pour des raisons techniques, ils ne le sont pas tout de suite, parce qu'il faut que les dossiers soient pleinement étudiés. La France a été très pionnière en faisant les ATU et les RTU et donner accès à l'innovation plutôt pour des patients. C'est dans l'intérêt du patient, de la santé publique, etc. C'est des choses importantes. Donc, les CRO de l'AFCRO, tout comme, je pense, les acteurs de l'AFSI, sont vraiment demandeurs que l'interaction soit forte, que la proximité soit forte et que l'on travaille ensemble le plus souvent possible. Ça nous fait toujours du mal. Le plus grand laboratoire français qui dit « Ah non, non, moi je travaille qu'avec des grands groupes américains parce qu'ils sont présents dans les grands groupes américains », ou même des biotech qui disent « Oula, mes fonds préfèrent prendre le leader du marché parce que c'est plus sûr, etc. » Je pense qu'il faut se faire confiance, il faut se parler. Donc je reviens au mot précédent, il faut qu'il y ait encore plus d'interaction entre les différents acteurs et tout marchera pour le mieux dans le meilleur des mondes. Voilà. On va garder cette idée en tête, Denis. Merci de cette intervention. On va garder cette idée en tête parce que dans la deuxième partie, il faudra effectivement donner les bonnes recettes pour y arriver, à faire en sorte que ça circule bien entre les uns et les autres. Donc, réfléchissons pour la deuxième partie à cette solution. Ça va être le tour de France Biotech, Alexandre Regnault, d'intervenir. Juste avant, Alexandre, merci d'être avec nous à nouveau. Juste avant, malheureusement, Franck ne pouvait pas être avec nous. On lui a demandé de nous faire de nous faire passer un petit message très court, de 1 minute, pour qu'il nous parle de la position de France Biotech à propos de cette table ronde. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, pardonnez-moi de ne pas être avec vous, je le regrette, d'autant que les relations entre l'AFSI et France Biotech sont extrêmement importantes à mes yeux, mais malheureusement, je ne pourrais pas être des vôtres. D'autant qu'aujourd'hui, à l'aune des mesures du CSIS 2021, l'ensemble de la chaîne de valeur doit être adressée et la place des sociétés de services innovantes est, à mon sens, extrêmement importante, à la fois sur la capacité à dérisquer nos projets, mais également en tant qu'expertise, en tant que compétence et en tant que tiers de confiance. Donc voilà, je vais vous souhaiter un très bon échange à travers cette table ronde. Vous avez la chance de bénéficier de la présence d'Alexandre Regnault, qui est une figure emblématique de France Biotech, qui connaît ces sujets par cœur, et je sais qu'il a aussi à cœur que ces sociétés soient bien intégrées dans la chaîne de valeur et en parfaite interaction avec nos biotech. Donc voilà, merci beaucoup et je vous souhaite une excellente table ronde. Alexandre, merci d'être avec nous pour représenter France Biotech. Vous êtes le vice-président et vous avez une expertise tout à fait particulière dans les essais, tout ce qui est essais cliniques. Mais d'abord, on voudrait entendre votre présentation et votre diagnostic sur effectivement la place des sociétés de services et d'innovation et vos interactions dans cette grande filière des biotech. À vous, Alexandre. Merci, j'espère que vous m'entendez. Oui, très bien. Oui ? Oui. Ok. Oui. Donc oui, bonjour à toutes et à tous et désolé pour les aléas de connexion de mon côté aujourd'hui. Voilà, donc vous avez entendu l'introduction de notre président Franck Mouton. Je suis moi-même donc l'un des vice-présidents effectivement en charge à la fois de la commission juridique, je suis avocat par ailleurs, et du groupe de travail dédié aux essais cliniques. Donc France Biotech, en quelques mots, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une association créée en 1997. On va fêter nos 25 ans et elle se définit comme un club d'entrepreneurs. Donc ce sont vraiment
les health tech françaises, l'innovation en santé en France, aussi bien côté biotech et produits de nature médicaments que medtech et e-santé, intelligence artificielle. Donc un périmètre de produits et de solutions très vaste, mais avec ce point commun d'être l'innovation d'origine française et essentiellement des PME, même si nous avons parmi nos membres associés aussi bien des laboratoires pharmaceutiques que des prestataires de services et leurs fédérations, dont l'AFCRO, ou des prestataires tels que les avocats comme moi-même. Voilà, donc je crois qu'on est tout à fait au cœur du sujet. Alors, je ne veux pas évidemment redire ce qu'a dit Franck, mais je crois que son message de soutien est évidemment très important. On échange en ce moment à un moment politiquement qui est important. Il y a un momentum politique qui est important, bien sûr, dans la lignée du CSIS, et on va certainement parler du CSIS un peu plus tard au cours de la table ronde, mais je retiens qu'il y a une volonté politique affichée de faire croître les champions de l'innovation en santé à l'horizon 2030. Et donc, bien évidemment, on souscrit tout à fait, puisque France Biotech, déjà depuis quelques années, s'est donné l'objectif que l'innovation en santé, d'ici 2030, eh bien, on ait rejoint Boston. Alors, ça faisait un petit peu sourire à l'époque. On est parti un petit peu, on va dire quelques années plus tard, mais je crois que l'objectif se rejoint tout à fait. Et nous, il y a quelque chose dont on est très fortement persuadé chez France Biotech, c'est qu'il y a un continuum de l'innovation, vraiment entre la détection, la formalisation et le déploiement de l'innovation. C'est bien pour ça d'ailleurs que dans nos commissions et nos groupes de travail, eh bien, on a un groupe de travail dédié à la recherche clinique, comme on a ensuite un groupe de travail market access et bien sûr toutes les commissions qui s'intéressent plus particulièrement à tel ou tel type de produit. Donc il y a véritablement un lien, un continuum, et je dirais le lien, il est aussi entre nos entreprises health tech et leurs sous-traitants et leurs experts. Je crois que le mot d'expert est au moins aussi important que le mot de sous-traitant. Et je trouve que c'est assez emblématique de pouvoir réunir à la fois l'AFSI, l'AFCRO et nous-mêmes France Biotech. Et merci à nouveau de cette invitation. Alors pourquoi est-ce que le lien est très important? Eh bien tout simplement parce que nos entreprises, qui sont pour beaucoup des petites entreprises, eh bien évidemment elles ne peuvent absolument pas mener leur projet à bien sans leurs experts de confiance. Donc, le tissu, je dirais, de la health tech est très soutenu en France, mais il ne peut être soutenu qu'en associant ses partenaires et ses experts. Je pense notamment à deux choses, deux formes que peut prendre ce lien. Il y a d'abord l'éligibilité à certains projets. Il y a des projets de type grand emprunt. Enfin, il y a plein de formes de soutien de l'État. Il faut que nos entreprises et leurs projets puissent être éligibles, y compris dans leur dimension plurielle et dans le fait qu'elles font appel à leurs partenaires experts. Ça, c'est une première chose. Et puis, une deuxième chose très importante, c'est la fiscalité de l'innovation. Vous savez sans doute que France Biotech, parmi d'autres, mais France Biotech était très moteur dans cette innovation à l'époque, il y a une quinzaine d'années, qui était le crédit impôt recherche, qu'il faut évidemment absolument pérenniser. Il y a des petites tentations, on va dire, de remise en cause ou de s'attaquer au périmètre du crédit impôt recherche à peu près chaque année à chaque loi de finances. Voilà, il est absolument fondamental que les dépenses qui sont faites sur la recherche et le développement, et qui sont faites y compris avec ce recours à nos partenaires, aux partenaires de nos entreprises et à leurs sous-traitants, soient aussi éligibles, évidemment, à cette fiscalité de l'innovation. Voilà, donc c'est vraiment un message très fort de travailler main dans la main. Ça, on le fait déjà, mais de le faire savoir aussi des institutionnels et des pouvoirs publics. Je crois que ça passe aussi par le fait de peut-être mieux connaître cette filière, mieux faire connaître cette filière. Et là-dessus, évidemment, l'AFSI comme l'AFCRO ont toute leur place. Et puis, je dirais peut-être en dernier point sur cette première, enfin cette première intervention, nos entreprises, évidemment, surtout quand elles sont encore en phase pré-commercialisation, elles n'existent que par leurs investisseurs.
et par leur levée de fonds. Et donc, c'est très important, c'est crucial de fiabiliser les levées de fonds en pouvant présenter des partenaires au long cours, je dirais, hein, tout au long du déploiement de la technologie et de l'innovation. Donc, des partenaires qui soient fiables, qui soient auditables, le cas échéant, et qui fassent référence un petit peu dans leur métier. Voilà, on y reviendra là encore peut-être, mais je crois que les attentes de nos entreprises en termes à la fois de fiabilité et de réactivité, de flexibilité sur des donneurs d'ordre qui sont évidemment des acteurs beaucoup plus petits que peut-être vos donneurs d'ordre Big Pharma sont absolument essentiels. Merci Alexandre pour cette intervention et ces pistes de travail. Kevin Romani, ça va être à vous. Vous êtes le directeur développement des PME à Lyon Biopôle. Lyon Biopôle, un fermenteur à innovation. Vous rassemblez tout le monde, toutes les équipes et toutes les équipes de recherche de l'académique, on va dire, au plus concret, au développement de produits. Kevin, votre analyse concernant effectivement quel est le diagnostic que vous posez sur la manière dont ça se passe chez vous et pour la place des sociétés dans de l'innovation dans ce pôle. Merci Jacques Bernard, bonjour à tous. Donc effectivement, Kevin Romani, Lyon Biopôle, donc le pôle de compétitivité santé du territoire Auvergne-Rhône-Alpes. Donc on fédère à peu près 250 acteurs pour ceux qui ne connaissent pas la structure, essentiellement des acteurs impliqués dans la recherche, développement ou production sur le territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Évidemment aussi bien des biotech que des medtech, même si aujourd'hui on va plutôt se focaliser sur évidemment la partie biotech. Déjà, ce que je pourrais dire sur le constat, plus que le diagnostic sur les sociétés de services, c'est que ce sont des acteurs évidemment fondamentaux. Ça a déjà été dit dans les activités de recherche et développement associées au secteur de la santé, mais en plus, ce sont des acteurs très dominants sur le territoire, hein, puisque pour vous donner ne serait-ce qu'une idée de ce que représentent les sociétés de services innovantes sur en tout cas le territoire régional qui est le territoire du pôle, je pense sur la thématique des biotechnologies, ça représente en tout cas au sein de nos adhérents quasiment 2/3 de nos adhérents biotech au sein du pôle. Donc on le voit tout de suite, 2/3, ce n'est pas un petit chiffre, ça veut dire que c'est un bassin énorme de compétences, de savoir-faire, de technologies qui sont mis au service plutôt des sociétés qui développent des produits. Donc ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat que je voulais aussi exprimer et qui renforcera d'autant la position aujourd'hui de ces sociétés de services comme des véritables sociétés d'innovation, c'est que parmi les différentes missions des pôles de compétitivité, une des missions principales du pôle, c'est d'accompagner les projets d'innovation, en particulier sur des guichets de financement, de projets collaboratifs. Je me suis amusé à faire le calcul un peu avant cette conférence. Sur les plus de 180 projets qu'on a accompagnés depuis le début d'année 2021, il y en a 74 qui sont allés jusqu'au dépôt du dossier. Et sur ces 74, on en a entre, je dirais, un tiers et la moitié qui intègrent aujourd'hui en pilotage ou en partenaire une société de services innovante. Donc ça, déjà, c'est la démonstration que ces sociétés-là ne se positionnent pas simplement comme prestataires, mais comme partenaires de projet. Donc, elles embarquent la société, que ce soit en ressources humaines ou financières, hein, dans une véritable démarche d'innovation avec pour objectif de renforcer leur plateforme technologique, leur offre de services et d'accompagner en parallèle le développement de nouveaux produits. Donc ça, c'est quand même un constat et on le voit aussi, en tout cas, nous, on l'utilise historiquement puisque la seconde grosse activité du pôle, je dirais, c'est quand même aussi d'animer un écosystème, de faire en sorte que les gens apprennent à mieux travailler ensemble. Du coup, ça fait miroir aussi avec ce que disait M. Comé tout à l'heure, hein, avec ce travail qui doit être absolument nécessaire pour travailler sur des synergies au niveau national et puis pour reprendre des termes assez politiques mais qui feront écho chez tout le monde,
essayer de jouer la préférence nationale finalement dans le cadre des collaborations. Eh bien, c'est finalement la comme Lyon Biopôle, c'est sur un territoire donné, de fédérer les acteurs, de s'assurer qu'ils apprennent à se découvrir, à connaître leurs spécificités, leurs compétences, leur savoir-faire, à travailler ensemble. Donc, pour ça, il y a tout un programme d'animation, évidemment. Et au sein de ce programme d'animation, en particulier sur des sujets scientifiques et technologiques, il arrive plus que très régulièrement au pôle, évidemment, de s'appuyer sur les compétences spécifiques de ces sociétés de services innovantes. Donc ça, c'est un deuxième exemple. Et puis, je dirais un troisième exemple. On a parlé d'innovation scientifique, technologique. Je trouve que c'est aussi des sociétés qui innovent beaucoup dans leur modèle économique. Je pense que c'est des thèmes qui ont été traités par l'AFSI d'ailleurs dans le passé, mais il y a des travaux qui sont menés pour créer des synergies, pour structurer des offres complémentaires entre sociétés de services. Le chasser en meute, je trouve, a été beaucoup plus utilisé par les sociétés de services que par les sociétés de produits. Donc, c'est aussi là-dessus, finalement, qu'on attend assez régulièrement les sociétés de services. Pour le reste, je partage tout ce qui a été déjà dit par les autres participants de cette table. Ils ont déjà balayé énormément de points. Mais en tout cas, voilà, sur le constat que je peux faire et en résumé, en tout cas au sein du pôle, ce sont des sociétés qui ont totalement leur place, qui ont été actives dès le démarrage du pôle de compétitivité pour fédérer les acteurs, pour faire en sorte de les faire travailler ensemble. Ils sont représentés à ce titre d'ailleurs largement, et Hugues peut en témoigner au sein de notre conseil d'administration. Donc voilà, je pense que en tout cas le sujet ne fait pas débat. Parfait, merci pour ces précisions, Kevin. Alors maintenant, on a Xavier Morge qui va évoquer effectivement l'IRT, qui est une place centrale dans ce qui peut passer du fondamental au très pratique. Xavier, votre point de vue et votre rapport sur ce qui a déjà été dit par rapport au diagnostic, par rapport à la place des uns et des autres. Bonjour à tous et à toutes, ravi d'être évidemment parmi vous aujourd'hui et merci de me donner l'occasion de pouvoir intervenir à l'occasion de cette table ronde. Bon, évidemment, je mesure que mon exercice est particulièrement difficile parce que j'arrive après tout ce qui a déjà été dit d'intelligent et je me creusais la tête en me disant qu'est-ce que je vais pouvoir dire d'intelligent sans endormir tout le monde. Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, c'est intéressant la façon dont la question est posée. Combien de parcouru, si on se réfère à 2012, quand on a créé l'AFSI, puisque à l'époque, j'ai été cofondateur avec d'autres de l'AFSI, dont j'ai eu l'honneur d'assurer la présidence pendant un certain nombre d'années. Et à l'époque, c'est quoi l'AFSI? C'est quoi? Qu'est-ce que vous représentez? Quel chemin parcouru? Alors que déjà, il y avait de gros acteurs. Donc, la première chose, c'est de dire que la question n'est plus quoi, mais comment. Et mine de rien, c'est pas rien. Et donc, la question qui se pose, en fait, c'est finalement les sociétés d'innovation, quel est leur rôle, qu'est-ce qu'on attend d'elles et comment peuvent-elles agir? Et il me semble qu'il y a plusieurs aspects qu'on peut porter, plusieurs dimensions. La première dimension, elle est évidemment à la fois scientifique et technologique. Ça, c'est la première chose. Nous sommes dans un domaine dont les opportunités d'innovation sont quotidiennes, pour lequel la recherche progresse à des rythmes plus ou moins accélérés, mais on a vu avec la pandémie qu'on peut progresser extrêmement rapidement. Entendons ce qu'on disait des plateformes ARN il y a encore quelques mois de ça. Et donc, on voit bien qu'il y a des opportunités de toute nature, à tous les niveaux, que ce soit technologique, que ce soit scientifique, dans tous les domaines. Et je pense que le rôle des structures, notamment des membres de l'AFSI, de l'AFPRO, c'est précisément de prendre ces risques, d'investir sur ces innovations. Le domaine est tellement large que des opportunités, il y en a partout. Alors après, évidemment, les risques sont au moins à la hauteur des opportunités. Tout à l'heure, il a été mentionné par Alexandre l'importance de la notion d'expertise. Et cette notion d'expertise, elle est extrêmement importante parce qu'elle combine plusieurs choses. Elle combine l'expertise dans un domaine thérapeutique,
dans un domaine d'application, le diagnostic, le vaccin, les traitements préventifs, les traitements curatifs, mais c'est aussi l'expertise technologique et c'est la synergie entre les deux. Et c'est un peu dans ce contexte-là et c'est sur cet angle-là en particulier que BioAster aussi se positionne. Mais évidemment, les membres de l'AFSI, les membres de l'AFCRO sont aussi dans cette dimension-là. Et évidemment, il y a une autre dimension qu'il ne faut pas oublier, c'est la dimension méthodologique. On peut aussi aller plus vite, développer plus rapidement des produits en y intégrant une méthodologie solide, éprouvée, de la même façon qu'on doit éprouver les technologies et qu'on doit bien connaître les domaines d'intervention dans lesquels on est. Après, les enjeux sont de quelle nature? Les enjeux sont, à mon sens, à plusieurs niveaux. D'abord, c'est une question de visibilité. Ça a déjà été dit tout à l'heure. Il y a une question de visibilité parce que quand on regarde en France la structuration de toutes ces structures, elles sont très nombreuses et finalement relativement petites en taille. Et donc, essayer, tant en France, et ça a été dit par Denis tout à l'heure, les grands laboratoires pharmaceutiques français, ou le grand, ça dépend comment où on le fixe, mais pour ne pas stigmatiser, on va dire les grands, est-ce qu'ils travaillent avec des structures françaises? C'est toujours pareil, c'est une question de quoi ils ont besoin. Et est-ce qu'en France, il faut courir après 10 sociétés pour avoir la même offre que quand il y en a une ou deux en grosses qui sont capables de le faire? Évidemment, ce n'est pas le même temps pris pour pouvoir y arriver. Donc, il y a un vrai sujet, c'est d'être plus visible, de montrer en quoi les uns et les autres sont complémentaires, sont différenciants. Et effectivement, ça a déjà été dit, la chasse en meute, c'est-à-dire comment les uns et les autres, on est capable d'apporter une valeur complémentaire qui donne un sens auprès des donneurs d'ordre, c'est un sujet qui est extrêmement important. Dit autrement, la notion de filière, on l'a déjà, je crois, employé plusieurs fois, je ne suis pas sûr qu'elle existe encore réellement. Je pense qu'elle n'est pas visible en tous les cas et qu'il nous faut encore la rendre plus visible. Dernier point, je pense qu'il y a aussi un enjeu, c'est la notion de nature de relation. La nature de notre relation, de quelle nature est-elle? Est-elle de la sous-traitance? Est-elle du partenariat? Et quand on utilise le terme partenariat, est-il galvaudé ou est-il réellement appliqué? Nous, on est partenaire jusqu'au jour où on n'a plus besoin de nous. On n'est pas partenaire, on est sous-traitant. Quand on est partenaire, ça veut dire qu'on accepte une relation équilibrée. Je ne dis pas parfaitement équilibrée, je dis équilibrée, de telle façon à ce que chacun y trouve un intérêt et que cet intérêt peut être soit dans le cadre d'un revenu immédiat ou soit accepter le principe du revenu différé. Donc, c'est un peu dans ce contexte-là qu'il me semble que je porterai ma vision sur le rôle des sociétés qui sont représentées aujourd'hui au sein de cette plateforme, de cette table ronde. Juste d'un point, BioAster. BioAster, finalement, s'inscrit aussi dans ce continuum-là, puisque la raison d'être de BioAster, c'est quoi finalement? C'est d'essayer de traduire des découvertes issues de la recherche publique en technologies de demain qui vont intéresser les industriels pour développer leurs propres produits, leurs propres outils, leurs propres technologies. Et la singularité de BioAster, c'est que nous sommes dans un domaine bien précis qui sont le domaine des maladies infectieuses et des technologies dans le domaine de la microbiologie. Voilà ce que je pouvais dire à cette heure-ci. Bien, merci Xavier. Ça va permettre de faire la transition aussi avec Lise, Lise Santoro, qui est directrice générale de la société TAC, donc une biotech qui est plutôt orientée diabète, et qui a participé à l'enquête à la co-rédaction du CSIS 2021. Alors, Lise, peut-être les deux témoignages. Déjà, le témoignage d'un utilisateur des services et peut-être du partenariat avec les sociétés de services et d'innovation. Et puis ensuite, on bascule en fait sur cette première intervention que vous avez eue de l'ensemble de la filière. Alors, bon, Xavier, vous avez un peu débordé sur la manière dont on pouvait maximiser les effets de levier entre les différents acteurs. On l'a vu,
On l'a vu au cours de la crise Covid-19, hein, dans les premiers temps, beaucoup de barrières sont tombées. On a vu se construire, et je parle pour France Biotech, on a vu se construire des coalitions. Tout d'un coup, il y a eu vraiment un effet de regroupement, une dynamique superbe, et on se dit pourquoi est-ce que ça ne continuerait pas. Donc l'idée, c'est un peu de dire aujourd'hui, on a sur la table, et on va avoir sur la table, Lise n'est toujours pas revenue en son, si, non Lise? Non, toujours pas. Aujourd'hui, on a 7 milliards sur la table qui ont été mis pour l'innovation. Hein. J'avais mis 1 milliard, mais Lise en a rajouté 6 par la suite, si on prend globalement les choses. Que peut-on faire pour, évidemment, utiliser tous les effets de levier de ces 7 milliards? Tout le monde a, ce que j'ai écrit récemment, tout le monde a sa petite idée sur la question, ce qui complique beaucoup les choses, parce qu'on part dans beaucoup de directions. Dans quelle direction vous partiriez sur ce type d'effet de levier, et quels sont les effets que vous pensez pouvoir mettre en œuvre, qu'il faudrait mettre en œuvre pour créer une vraie filière, pour pousser les sociétés de services et d'innovation? Qui est-ce qui veut prendre la parole sur le sujet? On va commencer peut-être par Xavier Morge, c'est celui qui a pris la parole le dernier, donc il va commencer maintenant. Oui, merci Jacques Bernard. Alors, effectivement, il y a un sujet que BioAster s'est approprié. Donc, je vais en parler dans un instant, mais peut-être rappeler le contexte. Donc, qu'est-ce qu'on s'est rendu compte dans le cadre de la crise de la pandémie que l'on a vécu tous, évidemment, c'est que aussi soit performantes individuellement les différentes structures qui existent en France, force est de constater que la juxtaposition des compétences des uns et des autres n'en font pas une filière. Et la difficulté, c'est qu'évidemment, chacun a des bonnes raisons de se plaindre en disant « oui, mais il faudrait ». Donc, BioAster a été à l'origine d'une initiative qui va, j'espère, prendre forme dans les semaines et dans les mois à venir, puisque nous avons contacté à la fois les membres de l'AFCRO, de l'AFSI, également France Biotech, et avec l'accord de tous, et y compris de l'INSERM, il nous semble qu'il nous faut construire une filière, et plutôt que de prendre une filière en faisant la liste des plateformes qui existent à droite et en essayant de dire tiens, un tel est capable de faire ceci, un tel est capable de faire cela, notre enjeu, il n'est pas tellement là. Arrêtons de multiplier les analyses des plateformes qui existent à droite à gauche, mais essayons de véritablement s'approprier un sujet et essayer de pouvoir montrer comment collectivement on va être en mesure de le mettre en œuvre. Et ce qu'on va essayer de faire, donc avec l'ensemble des associations que j'ai citées ainsi que l'INSERM, dans les mois qui viennent, on va essayer de faire une chose, c'est de voir dans le domaine, alors pour BioAster, forcément, ça sera dans le domaine d'infectieux, parce que c'est à peu près le domaine qu'on connaît, c'est de voir comment on peut ensemble réellement prendre un sujet dans un domaine, que ça soit dans le cadre des problématiques de résistance aux antimicrobiens et en particulier aux antibiotiques, que ce soit dans le domaine du vaccin, que ce soit dans le domaine du diagnostic. Il s'agit de construire un sujet qui, ensemble, montrera qu'effectivement, les uns et les autres, on est capable de concourir à apporter cette compétence de telle façon à ce que demain, nous puissions être effectivement prêts, ayant l'habitude de travailler ensemble, à pouvoir être activés rapidement à un moment donné. Ceci est extrêmement important. Il suffit de regarder deux choses. Vous m'entendez? Oui, Lise, on vous entend. Si quelqu'un a eu du mal à s'endormir le soir, il y a un magnifique rapport de la Cour de compte qui est sorti il y a très peu de temps et qui fait un benchmark de la situation de différents pays, et notamment en France. Et en gros, ce qui ressort, c'est que l'Allemagne a mis 1,5 milliard. L'argent a été distribué, en gros, un aux biotech, l'autre aux études cliniques. Terminé. Que les Anglais ont mis 700 millions, que les Français ont mis, dans le cadre de cette crise Covid, à peu près autant, 600 millions, et que ça a été saupoudré dans des tonnes d'endroits. Et donc, je pense qu'il y a une vraie opportunité aujourd'hui pour être en mesure de montrer qu'on est capable effectivement de travailler ensemble et pas uniquement de le revendiquer, de prendre un projet dans le domaine des maladies infectieuses et de montrer qu'ensemble, on est capable de mener à bien un projet.
Et je pense que c'est essentiel. Regardez simplement des choses toutes bêtes. Il y a eu la création de l'ERA il y a peu de temps. Il y a des modèles de même nature qui se font au niveau européen. Il y a des opportunités qui peuvent exister dans le cas des financements publics français. On y reviendra, on y vient maintenant puisque c'est l'objet de comment on fait quand on a 1 milliard ou 7 milliards pour le dépenser. Bref, il y a une vraie fenêtre de tir aujourd'hui. Donc, remontons les manches, essayons de se mettre autour de table, essayons de trouver avec des sociétés issues des biotechnologies, celles qui ont 1 ou 2 projets à porter. Faisons en sorte qu'avec les sociétés membres de l'AFSI et de l'AFCRO, on puisse contribuer à mener à bien ces développements, et ce, évidemment, aussi avec l'INSERM, parce que, évidemment, tant sur la partie recherche peut-être fondamentale que sur la partie recherche clinique, puisque c'est ces 2 dimensions qui sont portées par l'INSERM, il y a probablement quelque chose à faire ensemble. Voilà, donc, cette initiative va être prise et on va travailler. Alors, évidemment, ne me faites pas la liste de toutes les difficultés qu'il y a, mais si ce n'était que pour traiter des choses faciles, je ne serais pas là. Bon, eh ben, il y a plein d'idées du côté de chez BioAster, on l'a compris, et on va pouvoir, on y reviendra parce que chacun va réagir évidemment, mais on va revenir avec Lise qui a cette fois retrouvé la voix. Vous m'entendez? Oui, très très bien. Donc Lise, on en était sur cette double casquette effectivement comme entrepreneur et utilisateur des services des sociétés innovantes. Vous avez un point de vue à exprimer sur ce sujet-là, et puis ensuite comme co-rédacteur du CSIS 2021, qui vous a donné l'opportunité d'analyser l'ensemble du paysage. Lise, la parole est à vous. Oui, bonjour à tous. Merci pour l'opportunité de participer à cette table ronde. Et j'adhère complètement à tout ce que mes collègues de l'innovation ont dit jusqu'à maintenant. Alors effectivement, j'ai une double casquette en tant que CEO de biotech et personnel qui a été qualifié du CSIS. Et avec mes 2 casquettes, je peux dire que pour moi, il n'y a pas de débat. Les sociétés de services innovantes sont des sociétés innovantes, au même titre que les sociétés de biotech ou healthcare. Je pense qu'il ne faut pas faire de catégories différentes et cloisonner. Donc, ce sont des sociétés innovantes, comme toutes les sociétés innovantes. Je le sais, en tant que CEO de biotech, sans prestataire, sans partenaire, j'aime bien le terme partenaire, il n'y a pas d'innovation. Les partenaires que vous êtes ont toute leur place. Vous êtes au cœur, vous êtes un maillon essentiel. TAC travaille avec énormément de prestataires et de partenaires, à l'image de toutes les autres sociétés de biotech et healthcare. Et ça nous permet d'avoir une flexibilité, une réactivité incroyable. Et ça nous permet d'aller chercher la compétence là où elle est. On a parlé d'expertise tout à l'heure, moi je parlerai de compétences aussi là où elle est. Les services, c'est essentiellement les modèles animaux en biotech, mais aussi les plateformes d'instrumentation pour les medtech, les essais cliniques, bien sûr, la production avec la bioproduction. Donc, on voit que ces services ou partenariats sont présents tout au long de la chaîne de développement des sociétés innovantes. Donc, c'est en ça que pour moi, je les inclus automatiquement dans cette chaîne de l'innovation. Et c'est essentiel pour nos sociétés qu'elles soient là et qu'elles puissent être présentes tout au long du développement de nos biotech. Donc, c'est-à-dire qu'elles puissent avoir une stabilité dans le temps, une stabilité en termes d'expertise, mais une stabilité financière. C'est essentiel pour permettre à nos sociétés de grandir. Et quand on parle de prestations, partenariats, on est aussi au cœur de la collaboration public-privé, mais aussi privé-privé. C'est vrai que ces dernières années, on a beaucoup parlé de partenariats public-privé. Il y a encore des progrès à faire, faut pas se le cacher. Mais on a moins parlé de partenariat privé-privé, et je pense qu'effectivement, comme mes collègues, c'est un sujet qui devrait poindre, en tout cas qui devrait être travaillé dans les prochains mois. Et tout ça pour un objectif final qui a été capturé par le CSIS, qui est la souveraineté et l'indépendance nationale. Si on travaille ensemble, public-privé, privé-privé, toutes les sociétés innovantes de produits et de services, si on a une attitude de préférence nationale, c'est vraiment dans un but de souveraineté et d'indépendance nationale.
Et ça, je pense que le gouvernement pourra avoir... Donc là, je remets ma casquette de personnalité qualifiée du CSIS. C'est un sujet qui a été au cœur de la préparation de ce CSIS. Comment favoriser la souveraineté et l'indépendance nationale. Alors, pour le CSIS, vous avez vu cette année, le CSIS a innové dans ce sens qu'il a considéré tous les secteurs de la santé ensemble, que ce soit pharma, diagnostic, biotech, dispositifs médicaux. Donc c'est vrai, nous n'avons pas fait de différence entre sociétés de services et sociétés de produits, peut-être à tort. Nous les avons intégrés dans ce gros écosystème de l'innovation. Autre innovation, 5 personnalités qualifiées étaient mandatées, qui venaient vraiment d'horizons différents. Donc une volonté aussi de casser les cloisons entre le secteur public et le secteur privé, en nous obligeant à travailler ensemble et à confronter nos expériences et nos points de vue. Et ça, c'est aussi extrêmement innovant. Et le timing, puisque le CSIS, il a fallu le faire en 4 mois, et ça relevait un peu d'une prouesse. Et quand on est au pied du mur, on voit bien qu'on arrive à faire des choses. Donc aujourd'hui, comme vous le disiez, Jacques Bernard, il y a un budget de 7 milliards qui a été alloué en faveur de l'innovation en santé pour tous les acteurs, pour faire que la France essaye de s'approcher d'un rôle de leader en innovation en santé en Europe. Les grandes lignes du plan, je vais pas vous les présenter, hein, vous les connaissez. On a surtout cherché à déverrouiller les choses aujourd'hui. Déverrouiller le verrou de l'essai clinique, déverrouiller le verrou de l'accès au marché, autant pour les médicaments que pour les dispositifs médicaux, déverrouiller les verrous au niveau des achats hospitaliers. Et puis, on s'est aussi beaucoup focalisé sur 2 sujets qui sont partis de 2 constats. Le premier constat, c'est, et vous l'avez dit, hein, nous ne travaillons pas assez ensemble. Tout est cloisonné. Je peux vous dire qu'en travaillant dans le CSIS et en écoutant tous les acteurs de l'innovation, ça a été flagrant. Un cloisonnement, je dirais, maximal, malgré la bonne volonté de tous les acteurs. Un cloisonnement et puis finalement un manque de visibilité et un manque de responsabilité. Le fait de multiplier les acteurs fait qu'au final, on se demandait avec mes camarades, mais finalement, qui est responsable de quoi? Donc, un constat avec la nécessité vraiment de travailler ensemble et d'avoir des responsabilités claires, comme c'est le cas dans une entreprise. Hein. Et puis, l'autre constat qui est la croissance des entreprises innovantes. Nous avons eu accès à des données de benchmark internationaux. Et aujourd'hui, le constat est que la France a rattrapé son retard depuis peu sur la croissance, sur la création de sociétés innovantes. Et ça englobe produits et services. Nous sommes au niveau de nos partenaires européens, notamment anglais et allemands. Probablement grâce à des outils comme la Jeune Entreprise Innovante et autres. Maintenant, le sujet, il n'est plus tellement sur la création de sociétés. Il est sur l'accompagnement de ces sociétés. D'ailleurs, il y a eu une réflexion aussi sur faut-il être plus sélectif dans la création de sociétés ou non. Bon. Donc, le sujet, c'est l'accompagnement de ces sociétés. Et l'accompagnement de ces sociétés, elle passe, il nous semble, par 2 actions fortes, qui est de mettre ces sociétés au cœur d'écosystèmes d'innovation, pour pas qu'elles soient seules, justement, pour qu'elles soient à l'interface entre le public et privé, service ou grands groupes. D'où la mesure très forte avec un financement substantiel pour mettre en place enfin des pôles mondiaux en santé, et puis des financements pour aider la croissance des entreprises innovantes. Ces entreprises ont besoin d'avoir accès à des capitaux de plus en plus élevés, hein, quand on parle d'essais cliniques, quand on parle de bioproduction. Le
le fait que ces sociétés de produits puissent avoir accès à ces capitaux importants, c'est aussi important pour les sociétés de services, de façon indirecte, puisque si la société de produits n'a pas de financement, elle ne peut pas travailler en partenariat avec les sociétés de services. Donc, ce financement au capital est essentiel. C'est pour ça qu'on a proposé des mesures très concrètes qui sont augmenter l'enveloppe en fonds de BPI, qui sont drivés, fléchés de l'argent d'institutionnels publics vers les fonds TIBI en santé, le lancement de grands appels à manifestation d'intérêt sur les essais cliniques et la bioproduction, avec des sommes significatives en subventions avances remboursables, et la mise en place d'un fonds de souveraineté nationale qui est en cours de gestation. Donc ça, ce sont vraiment des mesures concrètes. La fiscalité, il n'y a pas de mesure de fiscalité dans le plan. J'ai bien noté, Alexandre, je suis d'accord complètement avec France Biotech, il faut de la fiscalité, le crédit d'impôt recherche aussi, ça fait partie de mes bébés aussi, ça fait très longtemps. C'est un sujet qui a été discuté au cours des travaux du CSIS. C'est un choix du gouvernement de ne pas avoir été dans cette direction. Nous l'avons porté quand même très très fort, notamment la fiscalité pour les activités d'essais cliniques de bioproduction, un crédit d'impôt production, un crédit d'impôt essais cliniques. Finalement, le gouvernement a souhaité garder le crédit d'impôt recherche. Il n'a pas souhaité aller vers d'autres systèmes de fiscalité parce que c'était des mesures qui étaient non sectorielles. Le crédit d'impôt recherche, c'est une mesure non sectorielle qui touche les activités de santé, mais toute autre activité. Et donc, il était difficile de lancer des mesures fiscales uniquement pour le secteur de la santé, même si vous l'imaginez, nous avons usé sans limite des arguments de souveraineté et d'indépendance sanitaire. Mais effectivement, c'est à creuser. Donc aujourd'hui, la dynamique est en place, les mesures se mettent en place. Vous verrez dans le PLFSS cette année une série de dispositifs annoncés dans le plan CSIS qui sont actés, des décrets, des lois aussi sont en cours de signature. Donc le process avance bien. Néanmoins, je pense qu'il y a 3 points de vigilance. Et là j'aborde un petit peu le deuxième volet de la table ronde, je pense, Jacques Bernard. 3 points de vigilance. Le CSIS apporte des outils. Le gouvernement et les acteurs sont pleins de bonne volonté. Beaucoup d'argent sont mis sur la table. Mais maintenant, faut-il bien l'utiliser ? Bien l'utiliser, un verrou moi, que j'identifie encore, qui est le sujet de la valorisation, qui est à l'interface entre le public-privé, mais aussi privé-privé. Et c'est un sujet qui n'a pas été capturé par le CSIS, si vous regardez bien le dossier. Pour moi, c'est un manque. Vous voyez, je me fais mon autocritique. Mais c'est un sujet qu'il a été difficile de discuter, notamment avec le ministère de la Recherche. Je pense que c'est tous on se mobilise sur le terrain pour faire remonter la nécessité. C'est un sujet. C'est un sujet. Je ne suis pas sûre qu'au niveau de l'État, ce soit vraiment compris comme ça. Le deuxième point de vigilance, c'est comme je le disais, tous les acteurs ensemble. On a de l'argent, on a des outils, on a une volonté. Maintenant, je pense que c'est pas l'État qui va se substituer à nous. L'État a le pouvoir de nous inciter. Nous avons le pouvoir de faire. Donc, c'est à nous maintenant, je pense, à nous prendre en main et à vraiment avoir cette volonté, cette action sur le terrain, puisque nous avons l'argent, les outils et la volonté. Donc, c'est à nous. Alors, moi, je pense montrer l'exemple dans le TAC parce que nous avons tous nos prestataires et nos partenaires en France. Et je pense que c'est à chacun de le faire sur le terrain. Et puis, les pôles mondiaux, les 2 pôles mondiaux, là, il y a vraiment une opportunité, 3, jusqu'à 3, il y a vraiment une opportunité
exceptionnel. Donc, le pôle de Paris et le pôle de Lyon devraient être fer de lance de cette initiative. Mais là encore, derrière les pôles, c'est des hommes et des femmes qui font les projets et qui ont vraiment envie de travailler ensemble. Donc, il faut qu'il y ait des beaux projets maintenant qui remontent et que l'État puisse aussi intervenir pour cadrer la mise en œuvre de sa participation. Et la région aussi, qui est un partenaire. Donc, un point de vigilance sur la mise en place des pôles. Donc, je pense qu'on n'a pas le droit de se rater maintenant. On parle de ça. Maintenant, il faut y aller. Parce qu'autrement, dans 10 ans ou 20 ans, on dira pareil la même chose. Il y a de l'argent sur la table, il y a une volonté, maintenant on y va. Et deuxième point de vigilance, c'est le financement, j'en avais parlé. Il y a beaucoup d'argent qui est mis sur la table. Je n'ai pas fait exactement le calcul, mais à peu près 4 milliards qui devraient aller dans les entreprises innovantes à travers les fonds de fonds, à travers les fonds TII, à travers la manifestation de souveraineté. Maintenant, il faut que cet argent qui va être donné à BPI de fonds puisse réellement arriver au capital des sociétés implantées en France. Je ne parle pas de sociétés françaises, enfin sociétés françaises, mais sociétés aussi internationales qui viennent s'implanter en France. Je pense qu'il va falloir être vigilant aussi à ce niveau-là. Je serai dans mon rôle justement de personnalité qualifiée du CSIS pour rester vigilante sur ces sujets et pour alerter les pouvoirs publics en cas de dérive. Cet argent, il va aller dans les fonds, il va aller dans BPI. Maintenant, nous devrions, en tant que représentantes des sociétés innovantes, nous devrions bénéficier de cet argent au capital de nos sociétés. Donc, en conclusion, oui, je pense que, comme vous tous, je pense qu'il faut vraiment, moi, mes 2 mots-clés, c'est confiance, ne plus avoir de défiance entre nous, travailler en confiance, travailler ensemble, et le slogan du CSIS, si on pourrait en avoir un, c'est arrêtons de travailler les uns contre les autres, mais travaillons, jouons collectif, à l'image de notre équipe de France gagnante, en foot. Merci beaucoup, Lise. Alors, on a de la matière. Donc, comment décloisonner, quel accompagnement, comment maximiser les effets de levier entre les acteurs, comment travailler en confiance. Denis, comment est votre appréciation? Vous m'entendez, Denis? J'ai tout écouté, j'ai tout entendu et j'approuve tout. Je crois qu'effectivement, il faut qu'on soit Il faut être ambitieux dans la vie, il faut qu'on soit les champions du monde de la recherche clinique. Ça va être un peu compliqué parce qu'on a quand même des compétiteurs qui sont très importants comme l'Asie et l'Amérique du Nord. Mais il ne faut pas avoir peur de reprendre un leadership. 7 milliards pour l'innovation, cela suffira-t-il? Je ne sais pas si c'est une question de quantité, parce qu'on a un peu le réflexe de dire « oh, il faudrait plus, etc. » Je crois que surtout, mais je crois que vous l'avez dit, Lise, il faut que ce soit utile. C'est-à-dire que le moindre euro dépensé inutilement est très, très délétère. Et par contre, le moindre euro dépensé utilement qui aboutit à des choses très concrètes dans la réalisation, pour la santé des patients, pour la souveraineté du territoire, pour l'attractivité du territoire, ça les rend beaucoup plus visibles. Il y a un facteur multiplicatif. Et je crois qu'il ne faut pas avoir peur de jouer ça. Et effectivement, en ce moment, avec ce plan, ces ambitions, cette espérance que l'on a, mais on voit que c'est en train de se concrétiser un peu grâce aux industries de santé aussi, c'est qu'on sort enfin, je croise les doigts, j'ai un peu de bois sur mon bureau, je vais toucher du bois, on sort enfin de cette pandémie grâce quand même au secteur de la santé. Imaginez 10 ans de confinement, ça serait une horreur absolue. Donc, on est à un momentum et sur un terreau favorable. Je crois qu'en France, il y a énormément d'entreprises innovantes dans le secteur de la production de soins, de la découverte de produits. On a un monde académique qui est très créatif, parfois un petit peu trop, mais qui est très créatif. Et on a des sociétés de services, quel qu'en soit le type, qui sont là pour accompagner. En plus, on nous dit, vous êtes le terreau de l'IA, vous êtes le terreau du digital aussi très souvent. C'est un peu dommage qu'on fasse pas les GAFA des health tech
en France, je pense qu'on pourrait le faire. C'est une question de volonté, c'est une question de travail en équipe, en groupe. J'aime pas forcément chasser en meute, me construire ensemble. Ça me semble une belle chose. Mais en tout cas, moi, ce que je retiens, c'est qu'il faut vraiment que les fonds qui sont mis à disposition, et on montre, et c'est à nous de le montrer, hein, vous avez raison Lise, c'est à nous de montrer qu'on l'utilise effectivement dans des choses très concrètes et pas dans du saupoudrage, de les messages, etc. Parce que dès qu'il y a des montants, surtout en milliards, alors là, il ne manque pas de candidats sur des projets. On l'a vu hein, pendant le Covid, les essais cliniques, je parle du secteur que je connais, on a été un peu les champions du monde de la recherche clinique sur les soumissions de projets. L'idéal, ça serait les champions du monde sur les résultats des études aussi. Et pour ça, les anglo-saxons ont été un peu plus pragmatiques que nous et on a peut-être voulu en faire trop et être tous sur la ligne de départ avec parfois des situations un peu ubuesques où dans un même service hospitalier, il y avait 2 projets concurrents sur les mêmes patients Covid. Donc, je pense qu'on a vraiment là un momentum et une chance, un terreau pour transformer en réussite ces incitations que nous propose effectivement le pouvoir public pour devenir des leaders dans ce domaine. Je peux réagir très rapidement? Bien sûr. Jacques Bernard, Allez-y, juste 5 minutes. Et effectivement, l'État, je pense, est exemplaire. Nous, Société Innovante, je pense que nous sommes exemplaires. Maintenant, il faut que les fonds d'investissement jouent le jeu et, vous l'avez dit, les grandes sociétés, Pharma et Diag. Pourtant, je viens de ce monde, hein, je les adore, c'est ma famille. Mais il faut qu'ils jouent le jeu pour que l'argent soit bien dépensé. Je prends un exemple. La France dépense beaucoup d'argent hein, dans l'innovation par rapport à d'autres pays, notamment à travers le crédit d'impôt recherche ou autres, les financements de projets, etc. Et notamment, la France met beaucoup d'argent à la création et à l'amorçage de sociétés. Et puis finalement, ces sociétés ne trouvent pas de financeurs sur le territoire, font rentrer des investisseurs internationaux et les sociétés partent à l'international pour au final grandir et créer de l'emploi et de l'industrie à l'international. Ça, c'est un discours que l'on a eu vraiment, hein, compris avec les ministres. Il y a une prise de conscience. Et donc clairement, la France a mis beaucoup d'argent aujourd'hui sur la table, mais qui n'a pas l'effet escompté, puisque les entreprises partent et créent de l'emploi à l'international. Donc là, c'est clairement un exemple d'argent mis sur la table et mal dépensé. Donc, ce dont on a aussi discuté au CSI, c'est de dire, donnons de l'argent aux fonds d'investissement, donnons des avantages aux sociétés pharma privées, notamment pour les aider à avoir un accès au marché plus facile et avoir des prix des médicaments attractifs. Mais en contrepartie, assurons-nous qu'ils soient présents dans l'accompagnement des sociétés innovantes. C'est ce contrepartie qu'il faut encore travailler. Merci Lise et Denis pour cet échange et ces compléments d'information. Alors peut-être qu'on peut passer au point de vue de France Biotech, puisque France Biotech a effectivement été très acteur depuis 20 ans. Hein, vous regroupez, vous fédérez, vous êtes acteurs de coalitions nombreuses, justement avec des grands acteurs, avec les Big Pharma notamment. On a vu ça au cours des mois passés. Les questions, évidemment, sont toujours les mêmes. Hein. Quel accompagnement, comment maximiser les effets de levier, quels sont les plans que vous entrevoyez de votre côté, Alexandre, et pour France Biotech? Merci Jacques Bernard. Alors, écoutez, il y a beaucoup de dimensions évidemment, et j'ai écouté avec intérêt tout ce qui vient d'être dit. France Biotech tâche effectivement de fédérer un petit peu les contributions de ces différents membres pour donner de la visibilité, et plus au-delà de ces différents membres et adhérents, mais de l'écosystème. Et j'en veux pour preuve, bon, évidemment, la participation active aux 9, je crois, réunions du CSIS au printemps
dernier et on a pu que se féliciter de l'écoute qu'on a eue du CSIS comme forum d'interface avec le gouvernement. Mais également, on s'est efforcé de structurer notamment par le plan innovation santé. Le plan innovation santé, c'est quelque chose qui a été élaboré par France Biotech au mois de janvier dernier et qui a l'ambition de donner dans un support unique un petit peu justement tous ces objectifs. Je vous donne un exemple. En termes de gouvernance, on a soutenu de manière très très forte l'agence innovation santé. Vous savez qui est maintenant, enfin dont le principe je crois est assez avalisé maintenant, qui est en phase de plus que de préfiguration très active, pour donner de la visibilité et pour donner un sens, j'allais dire concret et unique, une sorte de portail unique. L'intérêt, par exemple, je vous donne de manière très très concrète ce à quoi on a pensé pour l'agence innovation santé, c'est que les lettres d'orientation qui sont données par le gouvernement à tous les acteurs institutionnels concernés, comme la HAS, le CEPS, la NSM, la DGOS, la DSS, également les messeries, eh bien intègrent cette interface avec l'agence innovation santé, qui aurait un statut a priori d'établissement public industriel et commercial ou équivalent, qui soit aussi membre du réseau EUNet HTA pour être vraiment l'interlocuteur côté français sur toute l'étape évaluation des médicaments, qui soit aussi l'interlocuteur de la fameuse ERA, la future agence de réponse aux urgences sanitaires. Donc voilà, il y a une, j'allais dire une logique un petit peu de gouvernance un peu plus portail et un peu plus structurée. Mais également, au titre des mesures que France Biotech a portées dans le plan innovation santé et s'agissant plus particulièrement de la recherche, vraiment des mesures qui sont sur l'ensemble de la phase recherche. Le fait de structurer un plan de recherche pour identifier, pour aiguiller les investissements, de renforcer les pôles d'excellence dans les domaines sanitaires stratégiques, mais de promouvoir aussi un certain nombre d'actions et d'initiatives qui visent au rapprochement des acteurs de la recherche, du soin, de l'industrie. Cette logique de rapprochement, on y croit beaucoup. Également de renforcer la veille et les stratégies de propriété intellectuelle pour envisager, je dirais, très, très précocement les opportunités de valorisation industrielle de la recherche. Et puis de renforcer le recours aux dispositifs de partenariat de recherche public-privé qui sont très éprouvés, tels que les laboratoires communs de l'Agence nationale de la recherche, les dispositifs Carnot, les thèses CIFRE, les chaires industrielles, et puis je dirais tous les soutiens, tous les dispositifs de soutien à l'innovation. Donc il y a vraiment voilà beaucoup a été fait, mais je dirais un effort à faire en termes de canal un peu plus visible sur tous ces soutiens. Et puis je voudrais revenir si vous me permettez sur un point, parce que je voyais que dans les questions qui étaient posées dans le chat, parce que ça rejoint un petit peu l'idée, je voyais comme question: comment nous positionnez-vous en tant que partenaire? Dans quelles conditions cette relation peut-elle se concrétiser au-delà du simple fee for service? Et là, je dirais, je pensais à plusieurs choses en voyant cette question. D'abord parce que il se trouve que moi-même, dans mon métier qui me fait vivre, à part France Biotech, c'est avocat, donc je suis également, vous voyez, prestataire de nos entreprises d'innovation en santé, et c'est un défi que j'ai tous les jours, parce que c'est pas facile de valoriser le service, de trouver un modèle contractuel qui satisfassent les deux parties. Donc, je pense qu'il y a déjà un effort à faire, j'allais dire, sur effectivement les arrangements contractuels, et notamment la souplesse sur un certain nombre de conditions commerciales, pas seulement budgétaires ou de prix, mais y compris également sur ces conditions budgétaires, parce qu'il faut que les entreprises qu'on accompagne et dont on souhaite être les partenaires, elles nous voient justement comme des partenaires au long cours. Donc, il y a peut-être une logique de partage de risques, ou en tout cas d'investissement à long terme, au-delà d'une prestation, je dirais, ponctuelle. Et puis, il y a aussi cette logique géographique
Nous, on y croit beaucoup, cette logique de cluster. On a Lyon Biopôle qui est là, donc évidemment, bien sûr que les pôles de compétitivité répondent à leur manière à cette logique de regroupement géographique. Mais tout à l'heure, on citait Boston, et je crois que ça a aussi beaucoup fait pour le succès de Boston, beaucoup plus à une autre dimension et plus précocement, bien sûr. Mais c'est de voir un petit peu, je dirais, toute cette chaîne de valeur agrégée en un seul lieu. Et de ce point de vue-là, à notre modeste échelle, bien sûr, chez France Biotech, on est vraiment ravis de rejoindre d'ici quelques temps le site du Paris Santé Campus, avec un certain nombre d'institutions publiques, INSERM, INRIA, l'Université Paris Santé Lettres, voilà, pour être vraiment au cœur de l'innovation. Et je me dis que voilà, dans cette logique, je dirais, de toujours mieux se connaître, comme on disait tout à l'heure, mieux se connaître pour mieux travailler ensemble, il y a vraiment, je dirais, chercher toutes les opportunités à la fois d'intervenir sur des projets communs, au-delà de la prestation de services isolés, intervenir, pourquoi pas, de manière plus visible en commun auprès toujours des institutionnels et des pouvoirs publics, mais également cette logique de rapprochement géographique, quand elle est pertinente, bien sûr, qui me semble toujours très, très intéressante. Merci Alexandre. Hugues, est-ce que vous voulez faire une petite réaction intermédiaire, ou sinon on passe tout de suite à... Allez-y. Oui, tout à fait. Désolé, j'ai eu un souci avec mon ordinateur, donc vous m'avez vu la tête à l'envers. Je ne sais pas si je suis revenu à l'endroit là, mais c'est pas grave. En tous les cas, ce qu'on souhaite, c'est vraiment aller dans le bon sens avec vous. Oui, en fait, en réaction, il est clair que aujourd'hui, l'enjeu au niveau de nos entreprises, c'est vraiment d'accélérer en fait, leur développement. On sait, on l'a prouvé, que le tissu d'entreprises qui ont été créées, et particulièrement les entreprises de services, en France, on est des entrepreneurs, on sait les créer, on sait les amener jusqu'à un certain stade. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est vraiment de faire passer nos entreprises de ce stade justement de TPE, PME, à un stade d'ETI. On a effectivement beaucoup d'agilité, beaucoup de créativité. On a parlé du chasser en meute, etc. Mais pour proposer aussi des alternatives, et je dirais un accès sur mesure à notre offre. Mais effectivement, c'est certainement pas la solution sur le plan de la valorisation, comme on disait, économique de nos activités. On a besoin effectivement, si on parle de souveraineté, d'ancrer définitivement des vrais champions aussi du service. Aujourd'hui, moi, je vois dans mon domaine, très modestement, on a créé une société qui est sur un créneau qui est très, très, très particulier. C'est le modèle des études basées sur les études utilisant les modèles primates. On est quand même très, très peu dans le monde à faire ça. En face de nous, il y a des gros acteurs américains, pour la plupart, qui sont en train de racheter toutes les sociétés les unes après les autres. Alors, c'est bien pour les entrepreneurs que nous sommes à un certain moment de notre développement, mais je pense qu'effectivement, si on veut parler vraiment de souveraineté, et nous, en tant qu'entrepreneurs, on a fait le pari aussi de s'ancrer en France, sur notre territoire. Alors, quand je parle de la France, c'est l'Europe aussi, bien évidemment, parce qu'on croit bien évidemment au marché européen, et on voit qu'on travaille très très bien avec ce marché-là. Donc, c'est vraiment cet enjeu, il est là. Et quand j'entends effectivement Madame Santoro amener ses points de vigilance sur comment, orienter ces financements qui sont phénoménaux, qui sont très importants, vers nos entreprises, vers celles qui en ont besoin. Écoutez, oui, nous, on est prêts, bien évidemment, à faire des propositions, bien évidemment, dans ce sens-là. Ne serait-ce que déjà d'avoir peut-être un peu plus le réflexe d'orienter la commande publique, éventuellement, vers nos sociétés, parce que je pense qu'on parle de solidarité, de responsabilité, bien évidemment, à condition que nos sociétés soient éligibles en termes de qualité, d'expertise, de savoir-faire. Effectivement, il y aurait peut-être plus un réflexe d'orientation de la commande publique vers nos sociétés. Je pense que ça serait un bon point de départ pour nous donner de la visibilité, parce que comme vous le dites, on doit s'inscrire dans le temps et on a besoin de ça, et on est quand même dans un environnement qui est un peu trop mouvant, trop incertain, et la même chose avec nos donneurs d'ordre.
à partir du moment où on est challengé. Moi, c'est vrai qu'à entendre tout ce qui est dit, j'ai l'impression qu'effectivement, bon, voilà, définitivement, on est bien évidemment dans ce paysage, mais dans les faits, quand même, on vit encore des choses qui sont quand même assez déconnectées de cette ambition. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on voilà, on parle de cette manière-là. Donc, on regrette un tout petit peu, Madame Santoro, de ne pas avoir finalement, même si vous l'avez fait, je dirais de façon assez individuelle, avoir été, je dirais, saisie en tant qu'AFSI peut-être dans cette réflexion sur. Non, mais c'est pas un reproche. Aujourd'hui, c'est fait, tant mieux. Et je dirais qu'il y a une Non, bonne dynamique, j'en suis simplement. désolée. Ouais. Non, mais il n'y a pas de. Après, ce qu'on souhaite maintenant, c'est y participer réellement à sa mise en œuvre. Donc, je crois que c'est l'objet aussi de nos débats. On sait créer des projets, on sait être partenariaux, on sait chasser en meute, on a prouvé. On a prouvé aussi, souvenez-vous, là, je dirais, pendant que il y a cette crise sanitaire, les plateformes académiques en particulier, à lesquelles on concentre de façon assez, je dirais, en réflexe, et à juste titre aussi, parce qu'elles font l'innovation, un certain nombre aussi de savoir-faire. On a été, nous, on est resté ouverts. On est resté ouverts. On a pu s'adapter avec agilité je dirais, aux besoins de nos sociétés. On a développé des nouveaux modèles. Et je pense que ça, il faut quand même le noter, parce qu'on a passé ce crash test, je pense, avec je dirais, brio et solidité. Donc, ce qu'on veut maintenant, c'est effectivement parler de cet accompagnement qui me paraît, moi, complètement stratégique si on parle de l'innovation en France. Donc voilà, c'est un peu ça la réaction que je voulais faire. Bien, merci pour cette réaction. Alors, au niveau d'un pôle, parce que c'est intéressant, on peut avoir un accompagnement, on peut avoir un laboratoire de tout ce que vous venez de dire, et quelque chose qui peut dynamiser vraiment les choses. Donc, un laboratoire du décloisonnement, de l'accompagnement et de maximisation des effets de levier. Kevin, comment réagissez-vous ? Écoutez, déjà la réaction, juste pour rebondir sur ce que disait Hugues, je pense que le sujet, si on veut aussi nos champions nationaux, c'est d'offrir en tout cas les moyens de passer certaines étapes de croissance pour ces entreprises de services. On le sait sur la partie investissement, je dirais privé, investissement en fonds propres sur les sociétés de services. C'est des modèles qui sont compliqués à percevoir, les sociétés de services pour les investisseurs. En général, ils commencent à s'y intéresser à partir du moment où la société génère quand même un chiffre d'affaires respectable. Ça va être intéressant beaucoup sur du cap développement ou sur, à la limite, du build-up. C'est d'ailleurs une stratégie qui peut être utilisée pour créer des gros champions sur le territoire français en rassemblant un certain nombre de compétences petit à petit. Ceci étant dit, on l'a vu, et je pense que Luc d'ailleurs peut en témoigner, il y a aussi un sujet autour des sociétés de services, c'est ce besoin en croissance, à la fois en compétences internes, parce que c'est quand même aussi une spécificité des sociétés de services que de créer pas mal d'emplois comparativement aux sociétés produits qui ont des modèles très virtualisés. La société de services, elle intègre beaucoup de compétences en interne et elle développe aussi ses propres plateformes technologiques avec des infrastructures associées. Et ce qu'on a vu assez régulièrement dans l'écosystème, c'est ce besoin aussi d'investir à la fois dans l'augmentation des ressources humaines, mais également dans les infrastructures dédiées pour pouvoir augmenter finalement la capacité de l'entreprise à délivrer du service. C'est un sujet qu'on a abordé à plusieurs reprises avec pas mal de sociétés, et je citais Hugues parce qu'il a eu aussi la possibilité d'être accompagné par le pôle sur un sujet de cette dimension-là. Moi, je trouve ça intéressant de continuer à réfléchir dans ce sens-là, en particulier dans le prochain plan. Il y a eu des appels qui correspondaient un peu, je dirais, qui sont largement perfectibles. C'est ce qu'on appelait les projets pays à 3 filières. Il y a des pays à 4 filières qui arrivent aussi d'ailleurs à la suite. Cet objectif à la fois de travailler sur de la complémentarité de compétences entre sociétés de services pour créer un maillage de compétences, mais aussi de pouvoir investir dans des infrastructures qui soient adaptées et nécessaires pour passer des gaps de croissance. Donc, moi, si je
pouvais aussi remettre un sujet sur la table dans ce deuxième point, par rapport à tous ces milliards qui doivent être dépensés. Et même si je partage l'avis de M. Comet, les milliards, c'est sympa, mais après, faut-il encore avoir des bonnes idées et puis mettre en œuvre tous ces projets. Je pense que c'est un vrai sujet. Voilà. L'autre chose, et quand bien même le pôle est ravi aujourd'hui, on travaille, ça a été plus ou moins dit par Madame Santoro, mais Lyon est quand même aussi, et la région Auvergne-Rhône-Alpes, repérée, on va dire, dans les lieux d'excellence au niveau français sur un certain nombre de sujets. Et donc, on est en lice, on va dire, pour avoir un pôle mondial sur notamment de l'immuno-infectieux. Ce qui est important aussi, c'est la spécialisation. Ça permet d'avoir des focus stratégiques, c'est important. Après, je trouve qu'il ne faut pas rentrer trop sur un niveau de granularité qui soit trop fin. Et on a eu ce problème-là sur pas mal d'outils de financement dans le passé. Il y a des effets de mode. Ça a été beaucoup santé numérique ces derniers temps. Il se trouve que sur ces 2 dernières années, on nous a montré qu'il n'y avait pas que la santé numérique qui avait un impact monumental sur la santé au global. Et je pense qu'il faut quand même aussi se donner les moyens. Voilà, on a plusieurs champs de compétences sur l'innovation. Il n'y a pas que l'infection ou l'oncologie, il y a plein d'autres sujets. Donc, s'assurer aussi d'investir sur la diversité de l'innovation, sur les neuros, sur d'autres sujets, et puis avoir une forme de pérennité finalement sur ces financements-là et pas se laisser trop happer par des phénomènes de mode, comme on a pu le voir notamment dans la santé numérique. Merci Kevin pour ce témoignage. Et donc on va arriver à BioAster, parce que il y a un moyen peut-être pour BioAster de décloisonner et d'accompagner les sociétés de services et d'innovation. Alors comment ? J'ai déjà tout dit, je sais pas ce que je vais pouvoir rajouter. non, mais ça fait écho, il y a un point qui est important, ça fait écho au propos qui a été tenu tout à l'heure par Lise Santoro. Il y a des moyens qui sont sur la table aujourd'hui, et donc on est à un momentum là, c'est-à-dire où on est capable de faire quelque chose ensemble, et dans ce cas-là, l'engagement de l'État ne pourra être que, vous êtes là, on peut faire des choses, vous avez démontré que vous êtes capable de faire des choses ensemble, donc c'est très bien, et on accompagne. Soit on n'est pas capable de le faire, et c'est que aider, quoi. Et donc dans ce cas-là, ça veut dire qu'on saura où aller. Même pour l'État, ça veut dire c'est comme pour nous quand on raisonne en termes d'entreprise. À un moment donné, on teste des pistes, et puis il y en a où on se dit non, elle ne marche pas, donc cette hypothèse-là, elle ne fonctionne pas. Comme elle ne fonctionne pas, on oublie, on passe à autre chose. Et donc on va arriver à ce schéma-là. Donc voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense qu'il faut vraiment maintenant qu'on s'y mette, et que une fois qu'on a dit oui mais, allons-y, quoi. Essayez de trouver un sujet. Je suis sûr qu'il y a en France regardez simplement ce qui se fait au niveau européen, quoi. Je regardais, là, il y a des appels d'offres qui sont en cours, notamment via l'ERA, où on propose à des structures européennes de se fédérer en termes de plateformes, et des industriels qui peuvent venir et faire développer ou faire co-développer leurs projets au travers de plateformes. Bonté divine, je ne vois pas pourquoi on n'arriverait pas en France. Donc, allons-y, mettons-nous autour de la table, trouvons les sujets, voyons qui des biotech a un intérêt à travailler avec les membres de l'AFSTI, l'AFCRO et l'INSERM, que les membres de l'AFSTI et l'AFCRO trouvent les partenaires qu'il faut au sein de leurs organisations pour dire, attendez, il faut avancer, et mettons en face les responsabilités aussi de l'INSERM en disant, écoutez, vous avez des moyens, des capacités, des moyens, allons-y, voilà, trouvons un sujet et avançons. Et donc, c'est ce qu'on va essayer de faire avec BioAster dans le domaine que nous connaissons, qui sont les maladies infectieuses, ou en tout cas les maladies dans l'environnement microbien, parce que tout n'est pas infectieux. Regardez tous les enjeux qu'il y a au microbiote, du microbiote. Il y a des enjeux énormes. Là aussi, encore une fois, la France est pionnière, mais pour l'instant, elle est pionnière, évitons de se faire dépasser, quoi. Donc, voilà. Et il y a d'autres initiatives. Hugues a une initiative locale sur la partie symbiome, dans laquelle nous sommes un certain nombre de parties prenantes. Voilà. Mais il faut être concret. Concret, ça veut dire qu'à la fin, quel est le produit qui arrive sur le marché ?
C'est ça qui est recherché. Donc, voyons comment ensemble on travaille pour aboutir à cela. Oui. Je peux Oui, me permettre juste de commenter un tout petit peu. Alors effectivement, moi je suis complètement d'accord. Il faut être pragmatique. D'abord, nous, c'est ce qu'on fait au quotidien dans nos sociétés. Je crois que des initiatives, comme tu le disais, voilà, de projets en consortium, on sait les monter. Après, je ne sais pas jusqu'à quel niveau il faut aller pour pouvoir, je dirais, comme tu dis, montrer qu'on est capable d'eux. Il y a quand même des initiatives, il y a des projets qui sont quand même en cours de soumission. Il y a, moi, je pense que il faut quand même, comment dire, en fait, plus particulièrement par rapport à l'IRT, qui est quand même un acteur, je dirais, important en santé, comme tu l'as évoqué, puisque c'est le seul acteur, je dirais, en santé, enfin, le seul IRT en santé en France. Il y a quand même des points de vigilance. Alors, je vais faire un peu le gratouillage, mais il y a des petits points de vigilance parce que aujourd'hui, tous ces beaux projets, effectivement, lancés par les initiatives de l'État auxquelles on a participé, nous, il y a une dizaine d'années, et dans lesquels on s'est engouffré. Moi, je connais l'histoire de l'IRT il y a une dizaine d'années. Alors, je ne focalise pas sur l'IRT, mais c'est quand même emblématique de ce qui se passe et de la façon où aujourd'hui, il faut qu'on réfléchisse certainement autrement pour être pragmatique. On nous avait vendu le sujet en disant nous mettrons les sociétés, et en particulier les sociétés de services, au cœur du réacteur de l'IRT. Aujourd'hui, avec, je dirais, le temps qui a passé, le développement de l'IRT qui a été très complexe, aujourd'hui, effectivement, force est de constater qu'il y a des liens avec certaines entreprises, mais que ce n'est pas quand même le succès, alors qu'en fait, c'est une vraie intention. Et alors, je n'ai pas la solution, mais en tous les cas, parce qu'il y a des vraies intentions, une vraie envie de travailler, et je dirais, moi je suis le premier, et tu le sais Xavier, vous le savez d'une manière générale, dans ce mode de partenariat, mais en fait, à l'aube de déverser ces flux d'argent, comme vous l'évoquiez, Madame Santoro, et il faut qu'on soit super vigilant parce que je pense qu'il ne faut pas qu'on oublie, voilà, encore une fois, où on met aussi le curseur, où on met le curseur de nos sociétés. Soyons pragmatiques, focalisons sur effectivement ces initiatives entrepreneuriales qui sont maintenant, je dirais, qui ont un vrai succès, puisque nos sociétés, pour la plupart d'entre elles, qui restent petites, ont quand même un grand nombre d'années maintenant derrière elles d'existence, mais n'arrivent pas à décoller. Et si ces initiatives de l'État, alors qui sont, j'en suis complètement d'accord, qui doivent amener un cadre, une feuille de route, je dirais, ne sont pas aussi, je dirais, accompagnées de façon critique, avec aussi les acteurs que nous sommes sur le terrain, je pense qu'on va reproduire les mêmes erreurs. Ça me permet je dirais, d'aller jusqu'au bout de ce que je pense, on pense beaucoup tous les uns et les autres. Et je pense que ces initiatives-là, oui, nous, on est tout à fait partants. Simplement, attention, parce que il y a des bonnes intentions. Et comment on peut, effectivement, définitivement, je dirais, encadrer et accompagner toutes ces initiatives. Et là, je n'ai pas automatiquement la solution, mais en tous les cas, nous, on souhaiterait définitivement faire partie de ces discussions. Et je le remarquais, et d'être mis au cœur aussi de ces discussions, ce qui n'est quand même pas le cas jusqu'à maintenant. Voilà. Je peux peut-être rebondir. Oui. Oui, effectivement, c'est important ce que vous venez de dire, et je partage aussi cette inquiétude. Enfin, je pense que le CSIS et tous les acteurs ont fait avancer les choses à travers ce plan Innovation 2030 qui a été proposé par l'UCSIS. Maintenant, il faut rester vigilant sur la mise en œuvre. Moi aussi, je suis inquiète, donc, et je regarderai ça de façon très précise, et notamment l'agence Innovation Santé, qui est une excellente mesure, qui a été notamment aussi recommandée par France Biotech, et qui a été recommandée par... je pense que c'est l'une des solutions pour coordonner tous les efforts, toutes les politiques, pour faire travailler tous les acteurs ensemble. Maintenant, il faut que cette agence joue vraiment le jeu, fonctionne très bien. Ça dépend souvent, vous le savez aussi, des structures.
de la réactivité de la structure, des hommes et des femmes qui sont derrière. Donc, bien sûr qu'il faut rester, qu'il va falloir rester très, très vigilant sur l'implémentation de ce plan, même si aujourd'hui, d'après les informations que j'ai, les choses se mettent en place de façon positive. Un autre point que j'aimerais partager aussi pour répondre aussi aux questions de Corinne Roucard, voilà, Joël Vacus, il y a énormément d'autres sujets qui n'ont pas été abordés par le CSIS. Donc, je dirais que c'est que le début. C'est que le début, c'est une première pierre. Bien sûr qu'il faut continuer à travailler tous les sujets que vous venez d'évoquer. Et moi, je serais ravie de pouvoir continuer à discuter de ces sujets-là avec vous et avec mes autres collègues du CSIS. Donc, ce n'est que le début. On ne va pas répondre à des questions concrètes ici, mais n'hésitez pas à me contacter via le biais de Jacques Bernard. Et troisième commentaire, pour avoir discuté il y a déjà une vingtaine d'années pour créer l'impôt recherche, jeune entreprise innovante, et aujourd'hui dans le cas du CSIS, pour avoir discuté et travaillé avec les administrations, je pense sincèrement que c'est là l'une des clés. Parce que les administrations n'ont pas souvent la même lecture de la réalité des choses. Je veux dire que j'ai passé des heures avec la DLF, avec le Trésor, je ne suis pas sûre, ou avec les directions de la santé. Je ne suis pas sûre que les administrations aient la même lecture de la situation. Donc, je pense que c'est important de pouvoir discuter avec eux, de pouvoir partager nos contraintes, parce qu'eux ont des contraintes, nous aussi, et de pouvoir faire beaucoup de pédagogie avec eux pour qu'on puisse avoir la même vue d'ensemble de départ. Parce que si on n'est pas convaincu de la même vision aujourd'hui, c'est vrai que ce sera plus compliqué de trouver des solutions communes. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de pédagogie et encore de rencontres d'acteurs publics et privés à faire. Très bien, mais je reste à votre disposition tous. Merci Lise. Le message est passé. Alors, on va arriver au quatrième volet de notre intervention. N'hésitez pas à poser vos questions, on les prend au fur et à mesure qu'elles arrivent. Il y a peu de temps, j'étais avec Antoine Papiernik, que vous connaissez, qui est le président de Sofinova Managing Partner. Je crois qu'il est aussi membre de France Biotech, Sofinova étant un des membres fondateurs, si on peut dire ça. Et je lui parlais de souveraineté. Et c'est un des thèmes de notre table ronde aussi. Et sa réponse était: concentrons-nous sur la souveraineté de demain, pas sur celle d'hier. N'essayons pas de faire revenir en France des choses qui sont déjà perdues pour nous. Où est la souveraineté de demain? Alors, j'ai une baguette magique, je vous la donne. Je vous invite à répondre chacun à votre tour sur cette souveraineté de demain. Qu'est-ce que vous feriez pour effectivement que tout d'un coup, tout marche comme vous le souhaitez? Quelles sont vos priorités? On va commencer par Alexandre Regnault, peut-être. Ah, il n'y a pas de micro. Il n'y a pas de micro. Voilà, j'espère que vous m'entendez. Oui, alors je ne sais pas si j'ai une baguette magique, mais je dirais, alors, outre le fait que la souveraineté, je crois qu'on sera tous d'accord qu'elle s'envisage de manière rapidement assez européenne, plutôt que nationale, d'abord pour des raisons j'allais dire de structure, de marché et puis également juridique, parce qu'on fait partie de cet ensemble européen. Mais je crois qu'il y a d'abord des mesures qu'on peut soutenir et qui arrivent assez vite. Je regardais, vous avez sans doute pour beaucoup d'entre vous pu jeter déjà un œil à l'avant-projet de loi PLFSS pour 2022 avec cet article 40 qui va intégrer, on verra ce qu'il devient à travers bien sûr le débat parlementaire, mais qui prévoit d'intégrer l'implantation des sites de production parmi les critères de détermination du prix du médicament, afin, nous dit ce texte, d'assurer l'approvisionnement du marché national. Donc là, on voit évidemment quelque chose d'assez directement tiré du contexte
post-Covid et d'un certain nombre de tensions d'approvisionnement sur les produits. Mais je dirais, voilà, ça c'est un premier type de mesure, je dirais, d'application très concrète. Mais de manière un peu plus, si on essaye de prendre un tout petit peu de hauteur par rapport à à la question que vous nous posez sur sur la baguette magique et la souveraineté, et en ayant écouté également ce qu'on disait à l'instant sur le dialogue avec les pouvoirs publics et les institutionnels, je crois qu'il y a un besoin très fort il y a une nécessité très forte de partir du besoin, justement. Partir du besoin, quel est le besoin de l'innovation en santé, et partir du besoin des patients et de la population, et de montrer sans cesse à nos interlocuteurs que nous tous, société à la fois de produits et de services et de solutions en santé, on cherche d'abord à répondre à ces besoins. Ça peut paraître un peu évident comme ça, mais je crois qu'on peut avoir chacun un petit peu poussé par son quotidien, une tendance d'être sur on va dire, de chercher d'abord à vendre ce qu'on sait faire avant de répondre aux besoins. Et nous, ça marche dans les deux sens, bien sûr, hein, parce que un des axes qu'on pousse beaucoup chez France Biotech, c'est justement ce partage dans les deux sens sur le besoin. On cherche à intégrer, ça c'est vraiment aussi un de nos axes de dialogue cette année avec les pouvoirs publics, que à la fois le régulateur, l'évaluateur, le payeur travaille autour du besoin et se donne le maximum de visibilité. C'est un petit peu la logique du fameux horizon scanning, voilà, et d'arriver à avoir un dialogue peut-être un peu plus structuré autour des futurs besoins en santé de la population, parce que la souveraineté en soi, à mon sens, ça n'est pas un objectif en tant que tel, ça n'est qu'un outil, encore une fois, pour répondre aux besoins de santé publique sur lesquels toutes nos entreprises travaillent. Merci Alexandre. Denis, la baguette est à vous. Parfait. Quand vous m'avez dit que vous allez avoir une baguette magique, j'ai trouvé ça vraiment très bien. Alors, c'est une baguette à un coup, si j'ai bien compris, et puis le temps est compté. Mais vraiment, je ferai quelque chose d'immédiat qui, Alexandre va me comprendre, risque d'être un peu compliqué. Et je reste sur mon giron recherche clinique, bien sûr. Si j'avais une baguette magique, je professionnaliserais les comités d'éthique. C'est-à-dire que c'est un peu une arlésienne française et un défaut français, c'est qu'on pense que l'indépendance, l'éthique, etc., est rattachée à une forme de bénévolat, de pair, et on se prive de beaucoup de choses, car les bénévoles, ils sont bénévoles, donc il y a les limites du bénévolat où les comités d'éthique, ils se réunissent une fois par mois, là où dans d'autres pays, ils se réunissent tous les jours. Et du coup, s'ils étaient professionnalisés, c'est-à-dire, je ne veux pas que ce soit une structure privée qui devienne le censeur, je dirais, de la revue des dossiers sur le plan éthique, hein. Ça pourrait être exactement les mêmes personnes, mais avec peut-être plus de professionnalisme, c'est-à-dire plus de moyens, plus de ressources, et pouvoir traiter les dossiers au fil de l'eau. Parce que je pense que ça, je suis sûr que la plupart des intervenants présents le diraient, c'est quand même un petit mal français et qui nous différencie. Vous savez, comme partout, il ne faut pas être le meilleur dans l'absolu, il faut être juste meilleur que ses compétiteurs. Et pour ça, je trouve qu'on n'arrive pas à traiter les quelques cheveux blancs. Ça fait quand même bien 20 ans qu'on essaye d'améliorer le fonctionnement de nos comités d'éthique qui sont reconnus dans le monde entier, mais qui malheureusement sont saturés de demandes, je dirais, de problèmes à résoudre avec une extrême bonne volonté, une extrême compétence, mais il leur manque un petit peu plus de professionnalisme, c'est-à-dire les moyens de le faire au quotidien pratiquement et avec les moyens nécessaires. Un détail, quand un comité d'éthique a une secrétaire et quand la secrétaire est en arrêt maladie parce que ça arrive à chacun d'entre nous pendant 3 mois, le comité d'éthique ne peut plus fonctionner pendant 3 mois. On est quand même un grand pays, donc on pourrait quand même imaginer les choses de façon différente. Donc, une baguette professionnelle, aider à professionnaliser même des bénévoles, mais aider à professionnaliser les comités d'éthique. Merci Denis. On transmet la baguette à Xavier.
Non, vous aviez le son. Micro. Ouais, 2 points me semble-t-il. D'abord sur la notion de souveraineté. Je ne crois pas qu'il faut l'aborder dans un sens global, et surtout dans notre domaine. Par contre, pour qu'on soit fort, il faut que les autres soient dépendants de nous. C'est comme ça qu'à mon avis, il faut le voir. Parce qu'on ne sera pas bon partout, on ne peut pas l'être. Et par contre, si nous, on est bon dans un domaine et qui fait que les autres dépendent de nous, ça change tout. Regardez le rapport de force sur ce qui s'est passé dans le domaine de la crise pandémique. Hein. Ceux qui ont les leviers, c'est ceux qui fournissent les médicaments, les vaccins. Donc, bon, voilà, ça c'est au sens général. Donc, partant de ça, je pense que si baguette magique il doit y avoir, il y a 2 choses. Il y a une chose, c'est côté français, essayons de supprimer la multitude des kyriades de structures, d'organisations, enfin, je veux dire, moi, je ne sais plus à qui il faut travailler. Enfin, si quelqu'un le sait, on y a trop de choses. On est trop. Et en plus, ce qui est fou, c'est que beaucoup sont les mêmes au même endroit dans plusieurs choses. Et que surtout, personne ne renonce à dire non, mettez ça, on arrête. Et ça, on ne sait pas faire. Donc, s'il y a une chose à faire, c'est celle-là. Regardez, j'ai vu. Alors après, en plus, ça crée un climat de défiance. J'ai vu ça quelque part, une cartographie de tous les organismes et de tous les centres de décision en France dans le domaine de la santé. Et regardez ce que ça donne, c'est délétère. C'est derrière, vous voyez bien, derrière ça, il y a quelques-uns qui pilotent tout ça, etc. Donc, moi, s'il n'y a qu'une chose à faire, c'est simplifier tout ça. Et arrêter de multiplier les trucs, les machins, les comités Théodule et autres, essayons d'en avoir quelques-uns. Je discutais il n'y a pas très longtemps, même pour le public, le problème se pose. Vous avez des organismes qui représentent l'État français sur certaines structures quand vous êtes en contact avec le NIH. Voilà. Qui en France est en contact de public à public entre le NIH et la France? Vous savez qui est le représentant en France qui publiquement est en lien avec le NIH? Est-ce que quelqu'un le sait? Ben voilà. Il n'y a pas de représentant. Si, c'est l'Institut Pasteur. Et vous vous dites, attendez. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. C'est-à-dire qu'on est tellement dilué personne n'est représentatif nulle part. Et qu'après, quand on se retrouve au niveau européen, quand on se retrouve à l'international, et surtout quand on se retrouve en France, mais à qui doit-on s'adresser? Est-ce qu'il faut que j'aille voir le CSIS? Est-ce qu'il faut que j'aille voir le SGPI? Est-ce que c'est au ministère à la DGE? Est-ce que c'est au MESRI? Voilà, donc je pense que si j'avais une baguette magique, mais c'est bien parce que tu me proposes la question de la baguette magique, hein, parce que j'y crois pas, moi, la baguette magique. Ah bon, oui. Lise, je crois que vous avez un timing assez serré, alors je vous fais intervenir juste avant Kevin, parce que il faut que vous partiez à 16h, si j'ai bien compris. Oui, désolé. Alors, moi, je prends 2 baguettes magiques. C'est beaucoup. La première, c'est pour rebondir sur ce que dit Xavier Morge. Je crois beaucoup, moi, à une agence innovation santé, telle qu'on l'a recommandée, telle qu'on l'a imaginée sur le papier, CSIS et France Biotech, hein, parce que je pense que ça pourrait être, si ça marche, ça peut être la solution. Ça peut être la solution pour décloisonner, pour simplifier, pour avoir la responsabilité, pour créer de la confiance. Et pour ça, il faut au moins 3 conditions. Il faut une agence décisionnaire qui ait des moyens budgétaires et qui ait une belle équipe mixte, public-privé, pour qu'enfin le public et le privé travaillent ensemble et montrent l'exemple et se fassent confiance. Donc je crois vraiment, voilà, si on arrive à faire ça, ce sera un grand pas. Et ma deuxième baguette magique, c'est pouvoir faire apparaître comme ça, tout d'un coup, 1 ou 2 licornes ou des cacornes dans le secteur de la santé, puisque je suis sûre que ça tirerait tout le monde vers le haut et puis ça ferait certainement venir les investisseurs et les grands groupes en France. Ah oui. Merci Lise encore et merci d'avoir été avec nous. Oui, c'était un plaisir de partager ces échanges avec vous et à très bientôt. Merci à très bientôt. Au revoir. Et on reste en contact. Merci beaucoup.
Kevin, Moi, c'est à vous. je vais faire très simple, très rapide. Il y a déjà beaucoup de choses très intelligentes qui ont été dites. Pour moi, ça va être le financement, en fait. Voilà, tout simplement. Je suis très vénal comme garçon, mais concrètement, voilà, il y a quand même un vrai sujet d'investissement dans les entreprises encore en France, hein, même si on a beaucoup de fonds. Au-delà de la quantité du nombre de fonds, il y a aussi la grille de lecture qu'ils peuvent avoir. Voilà, il y a certains travers associés au fonctionnement du financement en fonds propres en France qui font que parfois tout le monde évalue les projets un peu de la même manière, et je pense que c'est la diversité aussi qu'il faut essayer d'avoir, et puis sur des tickets d'investissement qui nous permettent d'être compétitifs au niveau international. Donc au-delà des phases d'amorçage, voilà, pouvoir aussi avoir des fonds d'investissement français qui permettent d'accompagner le développement des entreprises. Et c'est une des forces de certains territoires internationaux que de pouvoir attirer justement les beaux projets en mettant à disposition, alors c'est pas pour revenir sur les infrastructures, mais en général sur leur offre d'attractivité, on retrouve l'infrastructure, les collaborations préétablies avec des laboratoires académiques de référence et des investisseurs déjà prêts à investir dans les sociétés. Et c'est avec ces territoires-là qu'on est en compétition, notamment en Europe, même si je suis d'accord, il faut réfléchir à un niveau européen. Il y a quand même aussi un enjeu au niveau national à pouvoir se structurer pour être compétitif au sein de l'Europe. Donc voilà, sans tomber sur... parce qu'il y a quand même une proximité assez forte, je trouve, entre souveraineté et protectionnisme. Donc il faut éviter de rentrer trop là-dedans. Mais malgré tout, voilà, je pense que c'est un véritable enjeu aussi de se renforcer sur la partie financement entreprise. Merci Kevin. Eh bien, la baguette magique finale, ça revient à Hugues Contamin qui va nous dire ce qu'il ferait avec. Et puis le mot de la fin aussi, il est 15h56. On est dans un timing qui est parfaitement minuté. Hugues. Alors donc effectivement, alors moi je suis un peu comme Xavier, je ne crois pas trop à la baguette magique. J'ai l'habitude de dire à mes équipes quand il y a un problème, je n'ai pas de baguette magique justement. Donc on se relève les manches et on réfléchit et on voit comment on peut faire. Mais en tous les cas, si effectivement on m'offrait une baguette magique, moi je pense que ça serait plutôt, alors, du point de vue bien sûr de notre ressenti, société de services, innovation, je pense aussi des sociétés de l'AFCRO comme l'a évoqué Denis. Moi, je pense que je mettrais cette baguette magique pour essayer de changer l'état d'esprit, en fait, de nos grands donneurs d'ordre, des institutionnels en particulier. En fait, on souffre quand même de ces réflexes encore que nous sommes des prestataires. Alors, c'est tout ce qu'on a dit aujourd'hui et c'est de moins en moins, je dirais, diffusé, mais il y a quand même des réflexes au plus haut niveau. Quand je dis plus haut niveau, c'est quand même nos grands donneurs d'ordre quand même qui structurent aussi, je dirais, le marché un peu en France. Et puis c'est aussi nos institutionnels qui donnent la feuille de route. J'en atteste là, sur les initiatives qu'il y a eu récemment, on peut le voir sur l'Alliance France Milieu Production, où en fait, bien évidemment, il faut, pour parler de l'innovation, bien évidemment, mettre au cœur de l'innovation les plateformes académiques. Il n'y a aucun souci, l'innovation, elle vient de là, bien sûr, en amont. Mais on a mis en place des intégrateurs, des plateformes intégratrices, basées essentiellement sur des plateformes académiques, où se situent nos sociétés qui font aussi du service et de l'innovation dans ce domaine-là. Donc c'est révélateur, encore une fois, face à une crise qu'on a vécue, où le constat, on le fait tous de la même manière, on remet des solutions avec encore des réflexes, je dirais, de solliciter effectivement les grandes institutions qui sont incontournables, indispensables, mais on oublie effectivement nos sociétés qui, encore une fois, représentent un tissu de compétences hyper spécialisées, avec une vraie expérience, des vrais savoir-faire. Donc moi, si j'avais cette baguette magique, effectivement, j'aimerais bien qu'on rentre dans le cerveau de nos décideurs et qu'il y ait un peu plus d'ouverture. Alors j'ai le sentiment, effectivement, que on parle à peu près le même langage, mais je crois qu'il reste encore beaucoup de chemin à faire parce que
effectivement, voilà, là on est au stade des échanges, des mots, etc. Il faut passer effectivement à l'action. Les entreprises, elles se développent au quotidien, hein, demain, après-demain, et on a besoin effectivement de cette solidarité, de cette responsabilité nationale. Moi, je ne parlais pas de souveraineté, je parlais plutôt de compétitivité, d'ancrage dans nos territoires et sur le territoire national. Et ce qui fera effectivement, je dirais, évoluer et progresser cet environnement cet écosystème de l'innovation en France. Donc, en conclusion, je dirais très très rapide. Effectivement, je suis moi très très content d'avoir pu échanger et j'entends des choses qui sont, je dirais, qui vont dans le même sens. On va pas reprendre tous les éléments, j'ai pas fait le résumé, mais peut-être qu'effectivement, aujourd'hui, ce que je retiens et peut-être ce qui pourrait être de façon concrète mise en œuvre, c'est finalement que cette agence d'innovation en santé poussée, pensée par le CSIS et France Biotech, comme l'a rappelé Lise Santoro, peut-être qu'on le fasse aussi ou qu'on la fasse avec l'AFSI, l'AFCRO et les autres partenaires de l'innovation. Nous, c'est ce qu'on souhaite concrètement. On a des propositions à faire et ça nous paraît être effectivement incontournable et indispensable si on veut effectivement, encore une fois, développer cet écosystème en France qui doit montrer une bonne organisation et qui doit être donc du coup un point d'attractivité justement pour l'Europe et l'international. C'est pour ça aussi que je pense qu'il y a, comme le dit Kevin, un enjeu aussi national. Si on montre qu'on s'organise correctement pour bien faire, bien évidemment on sera attractif et on pourra dérouler la feuille de route pour effectivement des enjeux qui sont ces enjeux-là, hein, qui sont des enjeux internationaux, bien évidemment. Voilà très très rapidement pour respecter le timing et puis à peu près les enjeux qui à mon niveau me paraissent importants. Eh bien, merci pour ce mot de la fin, Hugues. On retient qu'il y a eu beaucoup de richesse dans nos échanges. Il y a une demande de coordination, de collaboration, de co-construction tous ensemble avec tous les représentants des différentes organisations qui étaient avec nous. Je vous remercie à tous d'avoir suivi cette conférence qui a été très agréable. On a eu beaucoup d'informations encore une fois. Et puis, donc, je vous souhaite de bonne continuation de l'AFSI Connexion numéro 9. Et on vous donne rendez-vous à la 10e conférence. Merci. Alors, et déjà demain, pour ceux qui le souhaitent, parce que c'est important, on a une table ronde sur l'innovation, le process d'innovation dans nos sociétés. Preuve qu'effectivement, c'est vraiment une démarche qui est inscrite dans l'ADN de nos sociétés. Donc, je vous invite à vous connecter. Et promis, on se voit physiquement l'année prochaine. On va pouvoir se tenir par les bras, les mains. Et puis d'ici là, on aura délivré des choses. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Bonne fin d'après-midi à tous. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.